Bon sang, vous avez fait ça. Le prix Nobel pour cela a été donné. Il n'y a pas besoin de se faire connaître. L'organe numéro 1. Certains processus biochimiques et moléculaires biologiques qui peuvent rendre l'humanité heureuse. Le pouvoir de la pensée peut changer, eh bien, comme si le cerveau ou quoi. Le cervelet est tombé. C'est, à accent grave dire que le cerveau est comme un muscle, il doit être entraîné. Fainéant, notre cerveau ne s'assoit pas si calmement. Dans le courant avec Era Kerulin. Vous êtes l'une des rares personnes qui sont à la fois un scientifique et un vulgarisateur, et un cerveau idéologique, donc un grand plaisir que ce qui est aujourd'hui ici à Kazan. Merci. Aujourd'hui, je voulais parler de cette belle. C'est marrant. Un beau corps humain, comme le cerveau, parce que, vous savez, nous sommes tous humains, nous nous soucions de notre santé, nous achetons des crèmes pour avoir une bonne peau, nous achetons des shampoings pour avoir des cheveux soyeux. Mais à propos de l'organe humain en tant que cerveau, qui fonctionne 24 heures sur 24, contrôle notre corps, il n'est pas toujours clair comment prendre soin de lui pour qu'il, comme on dit, remplisse ses fonctions. Je voulais en parler aujourd'hui sous différents aspects. En fait, Eras, notre cerveau n'est pas assis si calmement, et il nous fait clairement allusion. Vyacheslav Dubinin, 61 ans, professeur, docteur en sciences biologiques, physiologiste, chercheur principal au département de physiologie humaine et animale de la faculté de biologie de l'Université d'État de Moscou, écrivain. Oui, il faut manger. Après tout, ce signal ne vient pas de l'intestin, mais du cerveau. Il faut boire. Ce signal ne vient pas non plus de rein, mais du cerveau. Et il dit, quelque chose est ennuyeux, donnez de nouvelles informations. Quelque chose de solitaire, où est notre amour? Oui, autrement dit, en fait, le cerveau nous informe très bien de ses besoins, c'est donc un organe très actif. Numéro 1, organe numéro 1. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du point de vue de l'évolution, c'est à ce moment-là que le cerveau des organismes vivants est apparu? Il n'a probablement pas toujours existé. C'est, à accent grave dire qu'une sorte de processus évolutif s'appelle la restructuration de l'organisme. Le travail? Oui. Eh bien, regardez, la vie est apparue comme unicellulaire, un phénomène. Les évolutionnistes estiment que cela s'est produit il y a environ 4 milliards d'années. Eh bien, un tel chiffre approximatif, mais il vous permet d'imaginer l'ampleur de ce qui se passe. Et au-delà de 3 milliards d'années, l'évolution a perfectionné la cellule. Et il y a quelque part 1 milliard d'années, des organismes multicellulaires sont apparus qui ont finalement donné Homo sapiens, l'homme. Il y a aussi une idée si intéressante que de créer une cage. C'est 3 fois plus difficile que de faire une créature intelligente de la cage. C'est pour ça qu'on doit se connaître. Le temps de garder à l'esprit? Oui, il ne faut pas se laisser aller, n'est-ce pas? Et en général, je m'étonne que tout soit si difficile dans une cellule, tous ces gènes sont régulés, les protéines, voilà. Eh bien, en tout cas, c'est au moment où il y avait déjà des multicellulaires, il y avait un problème, et comment gérer tout cela? Parce que, eh bien, quelle est la transition proprement dite? Il y avait des cellules, puis à un moment donné, il est constaté que, après la division, il ne peut pas être divergé dans des directions différentes, former de tels groupes colonies, oui, unicellulaires coloniales, mais plus loin dans cette colonie, pourquoi ne pas diviser les fonctions? Laisser quelqu'un responsable de la digestion, quelqu'un pour le mouvement, quelqu'un pour être sur la surface de la couche protectrice, oui, la peau est obtenue. Et diviser les fonctions à l'intérieur d'une telle population homogène s'est avéré être une bonne idée, mais quelqu'un doit gérer. Et dans les premiers stades de l'évolution, les cellules nerveuses apparaissent déjà. Eh bien, je pense que les écoliers qui, espérons-le, écouteront ce podcast, ils crieront immédiatement, bien sûr, déjà les vers et les cochenilles ont un système nerveux et les êtres les plus simples qui entrent dans le programme scolaire, eh bien, quelque chose comme les polypes coralliens, les méduses, ils ont encore des cellules nerveuses assez uniformément dispersées dans le corps. Et les vers, en général, aussi, il n'y a pas encore de tel groupe tout à fait très grand. Mais au niveau des vers les plus intelligents, on voit déjà qu'il y a évidemment une tête où se trouve le plus de cellules nerveuses. En fait, la tête, au fait, n'apparaît pas immédiatement non plus, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne sais pas, prenez une étoile de mer, il n'y a pas de tête, n'est-ce pas? Et comme si elle avait un rayon principal, non, ce n'est que dans le dessin animé que cela signifie à propos de Bob l'éponge, il y a Patrick sur le dos de certains rayons, et l'un d'eux est la tête. Pas vraiment.
C'est-à-dire que l'idée de créer une tête est liée au fait que ce serait bien d'avoir une partie du corps que nous allons d'abord pousser dans un endroit inconnu, et il faut y mettre, eh bien, les yeux, les organes de l'odorat, ici. Et puisqu'il y a des yeux, des organes de l'odorat, il est également nécessaire de sortir un processeur qui traitera les signaux. Et la tête apparaît, où se concentrent les grappes de neurones travaillant avec l'organe sensoriel. Et à ce niveau, la bouche est encore au milieu de l'abdomen. Il y a de tels vers plats. Les planaires, eux aussi, sont dans le manuel de l'école. Ils ont une bouche au milieu de l'abdomen, et il y a aussi un tas de cellules nerveuses, donc la gorge est là et tout fonctionne. Et la deuxième accumulation dans la tête, où cela signifie déjà des yeux rudimentaires. Et puis la bouche avance. Et si quelque part dans la forêt, et il y a de la nourriture, il y a même plus vite, sinon la nourriture s'échappera. Eh bien, à la fin, il y a déjà notre plan de structure, c'est-à-dire quelque chose de long, à une extrémité de la bouche et du système nerveux, et à l'autre, la sortie du tube digestif. Le cerveau et les neurones. C'est en général un tel mécanisme d'intégration qui détecte les signaux, traite et déclenche des réactions. Et les réactions sont de deux types principaux. Nous remuons les muscles et le travail de nos organes internes change. De plus, certains facteurs supplémentaires sont pris en compte. Manger, ne pas manger, il y a des réserves de graisse ou pas, il est temps de se multiplier. Ce n'est pas arrivé, le jour, nuit. Tout cela doit être pris en compte dans le cours du comportement pour que le corps soit efficace. Et le système nerveux commence à prendre de plus en plus de tâches, le neurone de plus en plus. Les organismes grossissent. Parce qu'au cours de l'évolution, il s'avère que c'est cool d'être grand. Parce que si vous êtes grand, alors vous n'avez pas tous les congrès, mais vous pouvez manger beaucoup. Par conséquent, l'élargissement du corps, c'est juste un tel leitmotiv, eh bien, il est arrivé aux dinosaures ou aux mêmes éléphants, baleines, c'est un tel exemple évident. Et un grand corps a besoin d'un grand système nerveux, et c'est aussi une tâche importante. À un moment donné, les organismes commencent à vivre en meute. Voici l'idée de la meute, elle fait écho à l'idée de passer d'unicellulaire à multicellulaire. C'est-à-dire que l'un est bon, et ensemble, c'est encore mieux. Et maintenant, la meute est également une bonne personne, et dans la meute, c'est mieux, plus sûr, et déjà dans la meute, il peut y avoir une séparation des fonctions. Il y a un chef de meute, oui, quelqu'un qui chasse, quelqu'un qui s'occupe des enfants, quelqu'un là-bas, je ne sais pas, un veilleur de nuit, quelqu'un, le gardien de la sagesse, voilà. Et pour que les relations, la hiérarchie, l'empathie, le soin de la progéniture se forment, les réseaux de neurones correspondants apparaissent également, et le cerveau acquiert déjà les propriétés de prendre soin non seulement de lui-même, mais aussi de son prochain. Et tout cela va au cours de l'évolution. Eh bien, nous voyons plus loin, en fait, nous avons 3 sommets principaux du développement du cerveau sur la planète. Voici notre lignée, une lignée de vertébrés qui, à un moment donné, se divise en oiseaux et en mammifères. Et il y a des cerveaux très puissants là-bas. Et un corbeau, il n'est pas moins intelligent qu'un singe de taille moyenne et plus intelligent qu'un chien à tous les tests cognitifs. Eh bien, tout le monde sait que le corbeau est plus rusé que les chiens, c'est Perroquet encore. perroquet. Eh bien, vous ne rencontrerez pas un perroquet dans les rues de Kazan, n'est-ce pas? Défense facile. Voilà. La deuxième ligne de l'évolution, ce sont des palourdes, et les palourdes ont un sommet. Ce sont des céphalopodes. Gros poulpes, gros calmars. Eh bien, nous savons peu de choses sur les calmars, ils sont là dans les profondeurs de l'océan, mais les grandes pieuvres, ils utilisent des outils de travail, ils décorent, par exemple, les environs de leur terrier, nettoient tous les débris et répandent des coquillages mignons. Voilà, ils ont une communication très compliquée, mais les poulpes ont un problème. Ils se reproduisent une fois dans leur vie, la plupart des espèces, et meurent par la suite. Et cela, apparemment, ne leur a pas permis d'atteindre de tels sommets d'intelligence. Eh bien, la troisième ligne, ce sont des insectes publics. Ce sont des abeilles, des fourmis, des termites, des guêpes. Il y a de petits cerveaux, mais très puissants. Et heureusement, encore une fois, l'évolution n'a pas trouvé de moyen, mais pour que toutes les fourmis s'unissent là-bas, un super réseau est apparu. Si c'était le cas, pas de personnes sur la planète. L'esprit est comme ça. Oui, il n'y aurait pas d'humains sur la planète, parce que ces arthropodes ont des millions d'années, n'est-ce pas? C'est-à-dire que depuis 200 millions d'années, toutes ces fourmis existaient, mais ça n'a pas marché. C'est l'évolution. C'est un processus aléatoire, c'est-à-dire que des mutations se produisent. Si une espèce a attrapé cette mutation et qu'elle est utile, y compris, oui, elle se développe. Oui, utile pour la survie, pour la reproduction, et y compris les mutations liées au développement du cerveau, il est repris.
Et puis, alors, commence à se multiplier dans une série de générations. Et nous pouvons dire que notre espèce biologique a remporté un énorme jackpot. C'est-à-dire que nous sommes les premiers sur cette planète à devenir intelligents. Et comme c'est cool, nous avons une énorme responsabilité, je ne voudrais pas briser cette planète en morceaux. Voilà. Mais nous voici les premiers, nous avons dépassé les oiseaux, nous avons dépassé les céphalopodes, nous avons dépassé les insectes publics. D'abord, d'un point de vue évolutif, le nombre de neurones ou la taille du cerveau, ou le poids du cerveau, a augmenté, et nous sommes devenus plus intelligents, n'est-ce pas? Vertébrés, mammifères? Eh bien, en fait, tout le monde peut, pas Seulement. Le plus grand cerveau, où sommes-nous les plus intelligents en termes de quoi? Le nombre de neurones ou comment le déterminer? Eh bien, on pourrait dire que chaque neurone est une micropuce assez complexe. Par conséquent, le nombre de neurones, il détermine bien sûr en grande partie les ressources informatiques d'un système nerveux particulier. Combien avons-nous? Une personne a un nombre moyen de neurones? 90 milliards. 90 milliards de neurones, soit 10 fois plus que le nombre d'habitants de la planète Terre. Voilà. Et comme si c'était très impressionnant. Et le singe, si après nous, qui se tiennent debout? Si nous prenons nos plus proches parents de singes anthropoïdes, il y a quelque part jusqu'à 10 milliards. Ici, si vous prenez un gros brûleur, Animaux domestiques? un chat, un chien quelque part près d'1 milliard de neurones, eh bien, l'homme, oui, nos 90 milliards, mais ce n'est vraiment pas le plus grand cerveau. Autrement dit, l'éléphant a un cerveau 3 fois plus grand que le nôtre, la baleine 2 fois plus grand que le cerveau. Et ici, nous voyons en fait qu'il ne s'agit pas seulement de la taille du cerveau, mais aussi du rapport poids-taille du cerveau. Parce que si vous avez un grand corps, alors vous avez besoin de beaucoup de neurones pour lire la sensibilité de la peau, musculaire et gérer à nouveau les muscles et les organes internes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de ressources administratives pour travailler sur des territoires spécifiques. Vous comprenez? Oui, et en quelque sorte, seul un nombre limité de gestionnaires sont encore engagés dans des fonctions supérieures. Voilà. Et comme s'il y avait beaucoup de choses, alors de telles tâches de routine, elles sont aussi très nombreuses et ont besoin de beaucoup de cellules nerveuses pour faire face aux muscles et à la sensibilité de la peau. Et, en fait, une telle ressource est la plus haute du cerveau, elle est déterminée par le nombre de neurones dans le cortex des grands hémisphères. L'écorce, c'est ce que. Oui, l'écorce c'est ce qui est juste là. Voilà. Le cervelet? Voilà, le cervelet est tombé. Le voici, il contient même le plus de neurones en masse, en nombre. C'est-à-dire, dans le cervelet humain, les 2 tiers de tous les neurones. 2 tiers? Dans le cervelet. En taille? Comme si c'était incomparable? Oui. En taille, il est presque un ordre de grandeur plus petit que les grands hémisphères. Et un éléphant, une baleine dans le cervelet en général, 90% des neurones, parce que c'est le cervelet qui contrôle les mouvements, et un grand corps a besoin de beaucoup de cellules nerveuses. Nous avons le plus de neurones dans le cortex des grands hémisphères. Ici, oui, ici, dans cette zone de surface. Ici, nous avons environ 30 milliards de neurones, et l'éléphant de baleine n'a pas plus de 10 milliards. Le mot cara signifie cette partie, n'est-ce pas? Donc, regardez comment le cerveau fonctionne globalement. C'est là, oui, cette partie ancienne, ça s'appelle le canon. C'est une extension de la moelle épinière. Et sur ce tronc, comme sur le tronc d'un arbre, se développe le cervelet, notre mémoire motrice, le centre moteur et les grands hémisphères. Que signifie grandir? Voici la partie supérieure du tronc, elle s'appelle le cerveau intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'il est exactement entre les 2 hémisphères, c'est-à-dire cette région. Lorsque l'embryon se développe, au début, il y a un cerveau intermédiaire, puis 2 hémisphères en sortent. Et les hémisphères ont un groupe principal de neurones et ses synapses principales, où l'information est traitée à la surface. Et cela à un moment donné a été appelé cora. Le fait est que les zones où il y a beaucoup de neurones et où il y a beaucoup de contacts synapses, où le traitement est en cours, ils ont l'air visuellement plus sombres, ils ont appelé la matière grise. Et ensuite, ces zones qui traitent, c'est-à-dire, en fait, la carte de notre cerveau, doivent en quelque sorte transmettre des informations. Et cette information est transmise par des processus qui sont de couleur plus claire. Et c'est ce qu'on appelle la substance blanche. Et maintenant, en fait, nos grands hémisphères sont-ils arrangés?
Au-dessus de l'écorce, de la matière grise, et plus loin d'elle au même tronc, il y a déjà des fibres, et nous voyons sous l'écorce une substance blanche. Ensuite, ce qui est important, plus la surface du cortex est grande, plus les ressources informatiques sont importantes. Par conséquent, l'évolution crée un tas de ces sillons, gyrus. La matière grise entre dans tous les sillons, les gyrus. C'est-à-dire une ressource de calcul, oui, elle est définie. Le volume de l'unité d'espace est plus grand. Unité, volume. Je compare généralement cela à la situation où vous mettez des choses en vacances et les premières chemises là-bas, oui, où des chemisiers sont mis à plat, puis il faut un autre chemisier, un autre, et oui, et tout se plie. Mais c'est arrivé. C'est à peu près la même chose, parce que la tête ne peut pas être trop grande, elle doit encore donner naissance. C'est pourquoi il ne peut pas être infiniment grand. Et maintenant, l'évolution essaie, oui, la compacité est en quelque sorte plus ou moins bien, eh bien, en harmonie avec les ressources informatiques. Et comment se fait-il qu'une personne ait deux hémisphères? Pour une raison quelconque, nous avons un cœur, ce n'est pas de l'hémisphère, mais le cerveau de l'hémisphère. Dans ce que c'est, comment? Eh bien, nécessaire. Voici comment nous pouvons seulement construire des hypothèses, car, encore une fois, l'évolution se déroule de manière aléatoire. Deux hémisphères, cela semble être le reflet de notre symétrie bilatérale globale. Autrement dit, en général, notre ligne d'évolution chez les vertébrés, elle a une symétrie bilatérale. Deux mains, deux yeux, un. Oui, deux mains, deux yeux, deux oreilles, deux jambes. C'est-à-dire que nos ancêtres verts, oui, étaient de telles crêpes plates qui se trouvaient sur le fond. Et plus loin sur les côtés, nous cultivons des pattes. Et il s'avère déjà une symétrie bilatérale et deux yeux pour regarder de droite à gauche. C'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, en général, on croit qu'une telle structure est de grands hémisphères, et le cervelet, qui a aussi deux grands hémisphères, reflète notre symétrie bilatérale. Mais tout n'est pas à parier dans notre cerveau, oui, voici l'hypophyse 1 où il y a un épiphyse, l'hypothalamus 1. Mais le thalamus est déjà 2. Voilà. Mais, en principe, c'est notre structure bilatérale, c'est ça. Et pour ce qui est du cœur, apparemment, oui. Le problème est que vous devez créer une pression artérielle uniforme dans tout le corps. Et faire, par exemple, deux cœurs. C'est alors qu'ils doivent être synchronisés. Et l'évolution a en quelque sorte choisi cette option. Vyacheslav, mais comment la science comprend-elle maintenant comment le cerveau humain est organisé? Eh bien, nous connaissons déjà très bien l'anatomie, bien que, bien sûr, nous puissions voir à un certain niveau à quel point notre cerveau est toujours individuel et en fonction de la taille de département spécifique et du nombre de neurones dans ces départements, de la spécificité des connexions. Voilà. Mais au niveau moyen, en général, tout cela est très bien décrit. Il y a la merveilleuse scientifique brésilienne Susana Ferculana Hausel. Elle est la meilleure au monde à savoir compter le nombre de cellules nerveuses dans n'importe quel cerveau et dans n'importe quel département. Ici, elle a de merveilleux articles sur le cerveau humain, sur le cerveau du singe, sur le cerveau de la Chine, sur le cerveau de l'éléphant. Elle a récemment eu un travail sur la comparaison des cerveaux de marsupiaux ou sur la comparaison des cerveaux de perroquets. Ici, les perroquets, en passant, ont un cerveau incroyable, tout comme les corbeaux, c'est-à-dire la ligne d'évolution la plus élevée, les groupes d'oiseaux les plus élevés, ils ont, si nous regardons l'humeur du cerveau, d'abord, la densité neuronale par unité de volume est très élevée, et deuxièmement, il y a beaucoup de contacts par unité de volume, parce qu'en fait, la ressource de calcul du cerveau ne dépend pas du poids ni même du nombre de neurones, mais du nombre de contacts, par exemple, par millimètre cube. Nombre de liens. Voici ces liens, parce que ce sont eux, unités structurelles et fonctionnelles du travail du cerveau, et les cerveaux des oiseaux, en particulier ceux du public, tels que les singes et comme les perroquets, ils sont parfois les mêmes que ceux de l'homme. Et dans un sens, encore une fois, Homo sapiens a eu la chance que les oiseaux ne soient pas les premiers à devenir intelligents sur cette planète. Ceci est apparemment dû au fait que les oiseaux volent et qu'ils ont chaque gramme de poids pris en compte. Ils économisent surtout. Eh bien, je ne sais pas, il y a des oiseaux, par exemple, les femelles n'ont qu'un seul ovaire, oui, c'est-à-dire que nous économisons sur cela. Pas de dents, oui, nous économisons sur cela. Donc, un grand cerveau. Et comment voler avec lui? Et il s'avère que les oiseaux ont un cerveau très compact, eh bien, comme plat. Oui, et les mammifères sont plus barbouillés dans l'espace par le cerveau, mais nous n'avons pas besoin d'économiser chaque gramme. C'est comme ça. L'architecture classique de IBM. Autrement dit, un ordinateur plus grand, mais moins cher, plus simple. Voilà. Et comme si à la fin nevait. Mais si nous comprenons anatomiquement un peu, nous comprenons probablement bien comment certains départements sont organisés.
Mais la pointe de la science dans le domaine des neurosciences ou de l'étude du cerveau, où sont aujourd'hui? Voici les scientifiques sur lesquels ils sont concentrés pour mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Ou quelles découvertes des 5 ou 6 dernières années nous ont-elles permis d'aller de l'avant et de mieux comprendre cet organe étonnant. Vous savez, ici, les travaux vont dans les deux sens. C'est vers l'approfondissement de nos connaissances sur les mécanismes moléculaires et vers la compréhension de la façon dont cela fonctionne comme un système unifié déjà si puissant. Et puis tout d'abord, le cerveau humain est bien sûr important, c'est-à-dire, d'une part du travail, par exemple, sur les mécanismes de la mémoire ou, par exemple, maintenant beaucoup de travail sur l'épigénétique, comme, par exemple, oui, le stress chronique dans l'enfance affecte le fonctionnement des gènes dans les mêmes neurones et comment cela affecte-t-il ensuite la probabilité d'attaque de panique, la probabilité de dépression. Je veux dire, épigénétique. C'est, à accent grave, dire que l'environnement peut influencer, déclencher des processus génétiques? Épigénétique. Le mot épigénétique ne semble même pas tout le monde le sait. C'est-à-dire que nous parlons de génétique et de gènes en tant que molécules d'ADN. Et en effet, nous avons ces molécules dans chaque cellule. Il est enregistré ce que les protéines font, et les protéines continueront à remplir différentes fonctions. Et là, il y a des gènes de différentes protéines. Mais l'astuce est que pour que le gène fonctionne, vous avez besoin d'un tas de facteurs supplémentaires et, à la fin, il s'avère que le gène ne fonctionne pas sur le principe de tout ou rien, mais sur le principe de 20% de l'activité possible, 40 ou 70 ou 95. Et c'est la compréhension que le gène peut fonctionner, par exemple, à 40% et peut-être 60%, et alors vous avez la quantité, par exemple, de dopamine dans le cerveau sera différent, et vous serez une personne différente selon le tempérament. C'est comme si peu à peu tout vient. Et cela vaut pour tous les gènes et pour ainsi dire le système endocrinien, le système immunitaire. Et ensuite, qu'est-ce qui se trouve ? Ce sont ces changements dans l'activité des gènes, ils ne sont pas en grande partie déterminés par de vraies mutations, mais par des micro-changements de la molécule d'ADN elle-même. Eh bien, lorsque, par exemple, la méthylation se produit, c'est-à-dire que le groupe méthyl-TSA3 est attaché au nucléotide et que le gène, par exemple, est. Et il s'est avéré, eh bien, en fait, il s'est avéré depuis longtemps que nous avons dans le noyau de la cellule l'ADN est relié aux protéines auxiliaires. Histone qui. La matrice sur laquelle l'ADN est vissé est une telle tige. Et l'état des histones affecte également la probabilité de lire le gène. Et il y a la notion d'acétylation des histones lorsque le gène est lu avec une probabilité de 40%, 60, 80. Et puis que se passe-t-il ? Que la méthylation de l'ADN et l'acétylation des histones sont, par exemple, sous l'influence de certaines hormones de stress. Oui, où il y a une sorte de famine chronique ou autre chose. Et après que cela se soit produit, cet état altéré du gène, il peut persister pendant des années, voire des décennies. Et ça, Non. Très fort. ce n'est pas la génétique réelle, mais c'est à propos de la génétique, d'où le nom épigénétique. Mais plus loin, par exemple, il est constaté que cette condition peut même passer dans les cellules sexuelles. Oui, c'est-à-dire, les mêmes spermatozoïdes, les ovules, ils contiennent également des gènes. Donc, vous pouvez transmettre génétiquement cette nouvelle information? Oui, que cela sera transmis à la génération suivante, mais pas par la vraie génétique, pas par la modification de l'ADN. Là, lorsque la séquence des nucléotides change et qu'une autre protéine est obtenue, et par le changement de la probabilité de lecture du gène, l'activité du gène. Et c'est tout ce que notre cerveau fait. Eh bien, parce que, comme toujours, tout est plus compliqué que nous le pensions. Et il y a 2 jours, j'ai pris la parole lors d'un congrès psychologique et j'ai mis à jour mes connaissances en épigénétique du trouble de stress post-traumatique. Et maintenant, il y a des travaux qui montrent que, par exemple, la maltraitance dans l'enfance ou certains de ces autres événements désagréables, ils changent sérieusement l'état du cerveau au niveau épigénétique, mais plus loin si, par exemple, une psychothérapie, mais seulement longue, ces modifications épigénétiques peuvent disparaître. Le processus inverse, comment peut-on revenir à ? De tels travaux sont encore très rares, mais comme ils ne semblent pas toujours fiables, mais ils sont imprimés dans des revues scientifiques sérieuses, c'est-à-dire que vous pouvez leur faire confiance. Et cette compréhension, c'est comme si elle n'était que l'envoi. Et si c'est plus facile à formuler, peut-on dire que le pouvoir de la pensée peut être changé? Comment serait le cerveau? Oui, en général, vous pouvez, mais seulement ce ne sera pas très simple. Il peut être pas très simple et pas très court,
Mais c'est tout à fait ce qu'on appelle un fait scientifiquement prouvé. Oui, il s'avère. Eh bien, le pouvoir de la pensée en général est tout à fait une chose matérielle, oui, c'est-à-dire qu'il peut également être mesuré ou au moins comprendre où nous avons à peu près tout dans les réseaux neuronaux. C'est-à-dire que nous avons une zone spéciale temina temporo-occipitale. Eh bien, oui, ici, j'ai aussi une moitié ici à peu près ici à la jonction, oui, jaune, vert et bleu ici dans cette zone. Parce que la zone temporale est indiquée en jaune, auditive. Voici cette zone d'audition, et voici cette zone de traitement des images auditives complexes. Mais dans cette zone, les signaux auditifs font déjà partie de la parole, de la compréhension des mots et de la pensée. Ici, cette zone de sensibilité cutanée, et ici déjà, la sensibilité cutanée participe encore à certaines fonctions de la parole, vision verte. Mais ici déjà, les signaux visuels commencent à participer à nouveau à la compréhension des mots, à la lecture et à l'écriture. Cette zone est sombre temporo-occipitale, c'est une zone que Pavlov a encore attribuée au deuxième système de signalisation. Discours. Autrement dit, chez nous, la manifestation suprême de notre activité mentale est la formation de centres de la parole, c'est-à-dire de réseaux neuronaux spéciaux capables d'interagir avec différents systèmes sensoriels. Eh bien, une sorte d'orange, nous savons à quoi il ressemble, ce qu'il est au toucher, ce qu'il a le goût, nous connaissons toujours le mot orange, et même dans plusieurs langues. Voici immédiatement la couleur. Oui, Et c'est comme si la couleur est. voilà, cette intégration, elle doit aussi se produire quelque part sur certains neurones. Et il est clair que cette tâche est plus difficile que de simplement voir ou simplement entendre. Et il est même anatomiquement logique que cette zone soit à la jonction des zones sensorielles. Voilà, et c'est là que nous formons des centres de parole et de plus en plus. À 3 ans, la psychologie de l'âge dit que le vocabulaire grandit quelque part à 2000 mots. À ce moment-là, l'enfant a ce que Stephen Hawking a appelé le modèle de l'information et de la parole du monde. C'est-à-dire que l'un des super objectifs de notre cerveau est de créer ici un casting de la réalité environnante. Est-ce que cela se passe en 3 ans? Eh bien, en 3 ans, ce système acquiert une intégrité et un processus de pensée. C'est-à-dire que le réseau neuronal commence à conduire des signaux à l'intérieur de lui-même, à penser, à fantasmer et à prédire les conséquences de son comportement. C'est-à-dire, en général, apparemment, dans l'évolution, cette chose se pose pour regarder en avant. Et si? Et je vais faire ça? Que se passe-t-il? Et ça va mal tourner. Alors, peut-être ne faisons-nous pas cela. Fonction cérébrale révélatrice? Ah, Oui, pronostic. C'est-à-dire, en fait, c'est un super défi pour le cerveau de regarder vers l'avant. et les animaux n'ont pas une telle fonction? Oui, bien sûr. Aussi, oui, bien sûr. Comment ça va? Avez-vous des animaux domestiques? Pas maintenant. Des chiens? Des chats? Eh bien, il l'était. C'est un chien, hein? Elle est assise dans la cuisine, et devant elle, il y a, je ne sais pas, un paquet de saucisses. Et elle est assise et la salive coule, et ne touche pas les saucisses. Je veux dire, on peut voir comment elle est dans ce réseau de neurones canins. Tipa, on ne peut pas toucher. Oui, je vais voler pour ça. C'est-à-dire une sorte de prévision, bien sûr, et les animaux réalisent. Bien sûr, tout le monde n'est pas là sur les réflexes et les programmes innés, ici. Mais dans le cas des animaux, mais surtout des chiens, des chats, nous parlons principalement d'une certaine pensée figurative, de son début. Mais d'autre part, les chiens comprennent aussi un certain nombre de mots, mais ils ont peu de centres de parole, car apparemment, juste des neurones capables d'une fonction aussi complexe, ils ont aussi peu. C'est le plus super chien, et c'est, à mon avis, le border collie et ses bergers qui ne vivent pas dans l'appartement, mais qui pèsent vraiment des moutons quelque part sur les plateaux de l'Écosse, ils connaissent 150 ou 200 équipes. Quand ils ont commencé à travailler avec des singes humanoïdes, c'est une énorme couche de recherche, il s'est avéré qu'un petit chimpanzé, un petit gorille, peut être enseigné la langue. Oui, eh bien, vous avez juste à faire l'exploit et voici les petits du singe qui l'élèvent comme leur propre enfant, communiquant pendant de nombreuses heures avec lui, appelant tous les mots, et montrant également la langue des signes. Parce que le singe ne peut pas dire qu'il n'a pas les cordes vocales adaptées. Et la langue des signes, la langue des sourds-muets peut. Mais cette célèbre histoire a-t-elle brûlé Coco? Voilà, oui, voilà. Clarifiée par la langue des signes? Combien ont écrit? Elle a maîtrisé des milliers de gestes de sourds-muets? Eh bien, il y a en moyenne habituellement Elle pourrait. 700 à 800, mais jusqu'à 1000. Je veux dire. A-t-elle parlé avec des gestes aux gens? Oui, ce genre de singe. Comprendre les gens à l'aide de gestes. Ils comprennent beaucoup plus. Et où est la ligne entre ce qu'elle a compris et juste ce réflexe?
C'est conditionnel, je donne comme le réflexe de Paul, voici un bonbon, vous devez faire une action ici avec vos doigts. Lorsque nous disons un réflexe dans une telle version classique, il s'agit généralement d'une réaction déclenchée par un stimulus. On vous a montré un bonbon, et vous parlez de « c'est un bonbon », c'est un réflexe au niveau du deuxième système de signalisation, comme l'a écrit Ivan Petrovitch Pavlov. Mais maintenant, imaginez la situation que vous vouliez quelque chose de sucré, oui, et votre regard intérieur apparaît ce bonbon, et vous dit « bonbon, que manger ?» Et ce n'est plus un réflexe, oui, c'est-à-dire que votre mémoire est impliquée par un stimulus interne non apparent. L'analogue du stimulus est un signal du centre de la faim si vague et peut-être que vous voulez un bonbon aujourd'hui, et demain il y a, je ne sais pas, un sandwich à la saucisse. C'est-à-dire, il s'avère que cette coco brûlante pouvait dire d'un geste, « Laissez-moi marcher, je vais marcher une demi-heure et je reviendrai. » Je ne sais pas à propos d'une demi-heure, mais c'est une bonne promenade. Oui, c'est facile. Au moins là-bas, j'ai soif, donne-moi un verre de jus d'orange. C'est-à-dire des phrases d'une douzaine de mots que ces singes construisent. Ils communiquent entre eux à l'aide de ces langues. Les mères singes enseignent spontanément cette langue à leurs petits. Et tout cela, bien sûr, est terriblement intéressant. Et voici ce niveau d'environ 1000 mots. C'est le niveau de l'enfant, eh bien, pas encore à 3, eh bien, disons, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Est venu, voici commencer sur le modèle d'information du modèle de langage, qui a un enfant de 3 ans. Je comprends bien que c'est juste ce caste comme une réalité extérieure, qui est imprimée sur le cerveau d'une personne dans une période de 3 ans. Le problème de Mowgli, c'est-à-dire si l'enfant est tombé dans une meute de loups. Oui, où il vit. Et puis l'homme ne deviendra plus, parce que le cerveau n'est pas capable de le rendre humain. C'est de cette série, non? Eh bien, c'est de cette série. C'est aussi ce qu'on appelle les périodes sensibles, c'est-à-dire que certains événements doivent se produire à temps. Et si un enfant de moins de 3 ans avait une communication extrêmement unie, et, malheureusement, ce ne sont pas seulement des histoires avec Mowgli, mais toutes sortes d'historiens cliniques là-bas. 20e siècle, il y a eu beaucoup de ces histoires, et maintenant elles continuent. Mais parfois, c'est vraiment une histoire clinique, quand ce n'est pas tout à fait, pour le moins, des parents normaux. Oui, l'enfant n'est pas autorisé à marcher là-bas. Voici une pièce fermée. Oh, tu as commis une erreur? Alors assieds-toi. Il ne communique pas. Et le vocabulaire ne se développe pas, le stress constant. Et si vous dépassez le niveau de 3 ou 4 ans, la restauration du vocabulaire et du comportement normal est difficile. Eh bien, les mêmes enfants, Mowgli, juste des histoires sur les enfants, les Mowgli ici sur les doigts d'une main, et l'histoire de la privation sensorielle, quand les enfants ont grandi dans des conditions de très mauvais traitement, il y en a malheureusement beaucoup. Mais généralement, si cela s'est produit avant l'âge de 7 à 8 ans, il reste encore beaucoup à récupérer. Et puis le cerveau ferme les ressources pour une sorte de modification des réseaux neuronaux, et c'est difficile. C'est ce que nous disons dans toutes sortes d'histoires. Nous disons qu'il est facile d'apprendre la deuxième langue là-bas à l'âge préscolaire, et à 20-30 ans, c'est plus difficile, et à 60 ans, c'est très difficile, mais c'est possible. Il faut juste se reposer. Mais il y a aussi un fait que les nouveau-nés ont un nombre. Il y avait 4, 20, 10 milliards de neurones chez l'homme, 150-180 milliards de neurones chez l'homme. Ces neurones diminuent-ils au fil du temps ou disparaissent-ils du cerveau humain? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Oui, c'est aussi une histoire très intéressante, belle. C'est-à-dire que nos neurones se forment en excès. Et quand un enfant naît, il a, en général, tous les neurones sont déjà en place, mais il y a encore peu de processus entre eux et de contact. C'est généralement normal, oui, le neurone aura ses processus en grand nombre, et chaque neurone forme plusieurs milliers de synapses de contact avec d'autres neurones. Et c'est la formation primaire du réseau neuronal, surtout quand nous parlons du cortex des grands hémisphères, de nos centres supérieurs. Il va le plus intensément dans ces 2 ou 3 ans, 2 ou 3, 4 ans. Et à ce stade, le cortex a le plus de contacts, mais ces contacts fonctionnent encore très faiblement. Parce qu'il n'y avait pas encore d'événements, pas d'informations. Alors, que se passe-t-il? Ici, nous vivons, oui, nous sommes engagés dans cette affaire, c'est là-bas, eh bien, conditionnellement,
il y a un enfant de 4 ans et il danse là-bas, et il va encore dessiner là-bas, et peut-être même là-bas sur Lego et il y a des robots recueils ou autre chose. Eh bien, comme si la communication avec les adultes, voici les parties du réseau neuronal qui sont activement chargées, les synapses commencent à travailler plus activement, à mener des informations, elles produisent plus intensément de l'énergie, il y a toutes sortes de molécules protéiques, ces contacts et comme si tout était sur Key, tout va bien là-bas. Et dans certaines parties du cerveau, dans certaines parties du cortex des grands hémisphères, il y a moins de signaux. En 24 heures, tu n'as pas le temps, et ça, et ça, et ça. Encore une fois, imaginez une chose, un enfant qui grandit dans une petite ville ou dans un village, et une autre chose est un enfant d'une métropole. C'est à bien des égards, d'ailleurs, la force de notre Homo sapiens. Notre cerveau, le vaisseau de tous, est en grande partie vide et prêt à se souvenir de tout. C'est pourquoi. Et le mauvais? Eh bien, maintenant, nous ne parlons même pas du bien et du mal, mais de différentes conditions de vie. Et nous pouvons nous adapter à vivre dans la forêt tropicale, dans le désert du Sahara, sur le rivage, je ne connais pas la mer de Kara. C'est-à-dire que nous sommes très plastiques. Et c'est l'âge des enfants, c'est comme si c'était une prérogative à bien des égards, c'est-à-dire un réglage sur les paramètres du monde qui vous ont été donnés ici. Voilà. Donc, ces parties du réseau neuronal du cortex, qui sont chargées d'une petite quantité d'informations, là les synapses commencent à se rompre. Ce mécanisme a été décrit il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire qu'il s'est avéré que nous avons des cellules neuraliales spéciales dans le cerveau, elles sont appelées neuroglia, qui surveillent si la synapse fonctionne. Ici, en général, ils sont à l'origine des cellules du système immunitaire, c'est-à-dire de tels petits phagocytes qui errent entre les neurones et ramassent les débris ou y attrapent, Dieu nous en préserve, des bactéries, des virus. Mais l'un des défis de la microglie. Écoutez les synapses, c'est-à-dire ces contacts. Donc, la cellule microgliale forme une sorte d'excroissance, et tu travailles? Et si la synapse ne transmet pas de signaux, il y a une commande de rupture. Ce processus a été appelé pruning. C'est un mot anglais qui désigne l'élagage d'une haie. C'est-à-dire que les synapses qui ne fonctionnent pas commencent à se rompre. C'est logique parce que chaque synapse nécessite de l'énergie. Pourquoi nourrir un certain contact, une certaine structure, pour ainsi dire, encore une fois si vous comparez avec l'administration, oui, votre département, qui n'est pas vraiment nécessaire, oui, réduisons-le et divisons le salaire par les autres. Et, en fait, le réseau neuronal fonctionne ainsi, c'est-à-dire que les contacts qui ne sont pas actifs sont rompus. De plus, si le neurone a perdu beaucoup de contacts, il meurt déjà. Et c'est quand il est dit que les enfants ont beaucoup de neurones, et puis leur nombre commence à diminuer et atteint environ à cet âge, il y a 30 à 90 milliards d'années. C'est le même processus. C'est-à-dire que les neurones qui ne pouvaient pas s'intégrer à l'équipe partent et que la redistribution de l'énergie va aux parties du réseau neuronal qui fonctionnent. Ici encore, les processus plus subtils sont liés au fait que le réseau neuronal lui-même est formé à bien des égards par hasard. Vous voyez, nous avons un cerveau complexe. Ici, il se produit et là je ne sais pas, l'enfant commence immédiatement à fonctionner et le bébé est né là-bas, oui, il respire là-bas, il suce le sein de sa mère. C'est-à-dire que certaines des chaînes les plus simples de neurones, probablement des arcs réflexes, oui, il s'avère qu'ils correspondent à la définition des arcs réflexes, ils fonctionnent immédiatement bien. Mais la croûte des grands hémisphères est presque vide. Le cortex cérébelleux est également presque vide. Nous avons encore à développer la motricité. Il s'avère que les éléments chargés du réseau neuronal, ils sont renforcés, non chargés, ils commencent à disparaître progressivement. Et nous appelons cela l'optimisation du réseau neuronal. Au niveau chimique, c'est une histoire distincte. Il y a cette cellule qui transmet les signaux, cette cellule qui reçoit, ils échangent des molécules spéciales, ils sont appelés facteurs de croissance nerveuse. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si de telles hormones internes du cerveau qui disent aux neurones impliqués dans le contact que vous avez besoin de vous, et ces signaux provenant des facteurs de croissance sont transmis au noyau du neurone, et s'ils ne le sont pas, alors le neurone mourra. C'est-à-dire qu'au début, les fainéants meurent, cela ressemble à une optimisation de 30 ou 40 ans. Jusqu'à 30 ou 40? Eh bien, oui, mais ils continuent à mourir parce que si vous vivez trop ennuyeux, sans nouvelles expériences, non? C'est-à-dire sur la même route pour le travail? Oui, oui.
Vous lisez les mêmes livres ou vous ne lisez pas du tout? Regardez la même chaîne sur votre téléviseur. Oui, c'est sur le point. Abonnez-vous à notre flux de canal YouTube, soyez dans la tendance des nouvelles, de nouveaux invités, des informations. Oui, et vos neurones vont se réjouir, oui, pas mourir de monotonie. Si vous êtes encore, oui, à 70 ans, allez apprendre à dessiner à l'aquarelle, alors la partie du cerveau qui est en principe capable de le faire et qui a déjà perdu un certain nombre de cellules nerveuses, elle soupirera avec difficulté, comme où étais-tu avant? Ça va être stressant, ah, Mais ça va se stresser, et les neurones qui sont restés, ils vont commencer à développer de nouveaux processus et à développer des synapses. waouh. Oui, c'est-à-dire que nous savons que les neurones ne se régénèrent pas, oui, une telle frappe. Les cellules nerveuses ne se régénèrent pas. Ne pas restaurer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se régénérer? Pas diviser. Pas diviser. Parce que pour notre corps ordinaire, la restauration est une division. Voici le foie. Par exemple, une personne peut empoisonner son foie avec n'importe quoi? Oui, je ne sais pas, avec le même alcool. Où elle a été coupée, par exemple. Ou couper? Oui, ce n'est pas pour rien que Prométhée. Crachée. L'aigle picorait le foie, c'est-à-dire que les anciens Grecs savaient que le foie avait une régénération incroyable. Oui, et les cellules du foie se divisent et se régénèrent. Récupérées. Les neurones ne se divisent pas. Et ce n'est pas leur défaut. Il y a des manifestations d'AVC, vous ne pouvez pas restaurer l'activité cérébrale, n'est-ce pas? S'ils sont morts, S'ils sont morts, vous ne les récupérerez pas. En principe, les neurones ne se divisent pas, car il leur est interdit de se partager, car des milliers de canaux d'information traversent chaque neurone. Et si vous le divisez, vous les déchirez. C'est tout ce que couper le livre en deux en diagonale. Vous ne recevrez pas deux livres, mais un livre cassé qui ne peut pas être lu. Et nous n'avons que deux zones dans le cerveau où les neurones continuent à se diviser même à l'âge adulte, car il y a des fonctions très stéréotypées. C'est la zone de l'hippocampe de la mémoire à court terme et les centres olfactifs, qui sont en principe aiguisés sur le fait que, peut-être, nous nous souviendrons également de cette odeur, et nous nous souviendrons également de celle-ci. Mais c'est plutôt une exception. Dans le cortex principal des grands hémisphères, les neurones ne se divisent pas, alors quand, par exemple, une personne a un accident vasculaire cérébral et meurt une partie des neurones, c'est un problème. Mais la même histoire que l'aquarelle. Si vous commencez à charger cette zone avec l'information qui a été traitée par les neurones morts, les neurones survivants, soupirant fort, développeront de nouveaux processus, formeront des contacts et couvriront un trou dans le réseau neuronal. Et parfois, cette conception, comme si elle fonctionne pas pire que l'original et obtient même de nouvelles propriétés. Il s'agit de l'ampleur des dégâts. Par conséquent, les micro-insults, là, la récupération se passe sans problème. Plus le foyer de dommage est grand, plus il y a de problèmes. Et parfois, une personne après un AVC récupère pendant 5 ans, 10 ans. Mais c'est important de travailler ici. Oui, j'ai un accident vasculaire cérébral là-bas et ne bouge pas le bras droit et le déplacer est difficile et même douloureux. Oh, mon Dieu, je vais l'accrocher à ce bandeau et ne pas la remuer du tout. C'est la pire chose qui puisse arriver. Parce que si vous ne bougez pas, même les neurones qui pourraient aider à la récupération, eux aussi, ils agitent la main et font autre chose. Et il est nécessaire à travers la douleur, à travers je ne veux pas tout faire. Les médecins qui s'occupent de la réadaptation en parlent constamment. Et, pour en revenir à l'aquarelle, oui, si vous avez décidé d'apprendre à dessiner à l'aquarelle à 60, 10 ans ou si vous ne savez pas faire de l'origami ou si vous avez commencé à apprendre le portugais, les neurones vont libérer les processus, former des synapses. Mais ce sera un ordre de grandeur plus difficile et vous demandera un ordre de grandeur plus d'effort que, par exemple, 5 ou 7 ans. Quand ils disent que dans la vie, il est nécessaire de bouger tout le temps et comme une analogie avec l'escalator, oui, qui descend, et vous, pour rester en place, vous devez aller tout le temps. Juste pour rester en place. Sur place. Il faut que tu progresses pour que tu ne recules pas, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas tombé à l'état de verre. C'est-à-dire que le cerveau est comme un muscle, il doit être entraîné, finalement. Oui. Au contraire, je dirais que notre corps entier est arrangé de cette façon. C'est-à-dire que l'organe qui ne s'entraîne pas, il se dégrade parce qu'il y a des économies de ressources. Ce qui peut se sentir, c'est quand nous parlons d'enfants, qui ont 150 à 104, 20 milliards de neurones, qui se produisent à l'ordre unique, il ne peut pas avoir le sentiment qu'il est nécessaire de charger l'enfant plus dans l'action, c'est le développement précoce. Apprenons-lui à lire dans 2 ans, apprenons-lui à écrire dans 3 ans. L'école ne sera pas donnée à 7 ans, mais à 5 ans. Qu'ils connaissent 3 langues dès l'âge de 5 ans. Voyons-nous des processus comme ça? C'est peut-être un avantage d'avoir un bébé chargé de sorte qu'elle n'ait pas de neurones pour mourir et qu'il en ait besoin.
Avons-nous, il y aura une espèce d'humanité qui sera 130 milliards de neurones d'action? De toute façon, dans les jours 20, 4 heures, donc si vous chargez l'enfant en portugais, au lieu de le faire avec lui comme maman, papa, par exemple, oui, je ne sais pas, sculpter quelque chose de pâte à modeler, alors il développera des réseaux neuronaux qui parlent portugais, mais ne développeront pas de réseau, par exemple, l'empathie, l'affection familiale. La coordination peut-être? Ah, Oui, ou, par exemple, le scooter n'a pas à rouler, n'est-ce pas? oui, par exemple, vous comprenez? Autrement dit, il s'agit toujours d'une redistribution des ressources. Si vous prenez l'enfant très intensément et trop tôt, alors vous développez toujours certaines fonctions au détriment d'autres fonctions. De plus, vous pouvez en créant cette surcharge, ce qui est une surcharge, oui, surtout quand le parent est là. Comment n'as-tu pas pris la première place de la compétition? Mon Dieu, je l'ai fait. Ce stress, c'est traumatisant. Et les psychologues ont écrit à ce sujet et disent que les parents réalisent souvent leurs propres ambitions à travers les enfants, Et traumatisant même dans certains. en les traumatisant, oui. Lorsque nous choisissons une profession déjà en tant qu'adulte, nous faisons la même chose. Pourquoi est-ce que je suis devenu là-bas, je ne sais pas, économiste ou physicien ou là-bas médecin ou là-bas sociologue? Et probablement quelque chose pour moi ici à 15, 16, 17 ans a frappé à la tête et aimé. Et quoi? Et parfois, dans les mêmes 16 ou 10, 7 ans, quand un enfant choisit une profession, par exemple, une université, certains facteurs travaillent, comme un bon salaire ou mon meilleur ami est également devenu un tel spécialiste. Et probablement, soit dans la famille, nous avons accepté, ou juste les parents ont dit. Lorsque vous commencez à travailler et que vous réalisez soudainement que le travail ne vous apporte pas d'émotions positives, c'est là que le problème se produit. Eh bien, les psychologues appellent cela l'épuisement professionnel, mais cela signifie vraiment que vous devez changer de profession, parce que cela signifie que vous êtes stressé tout le temps et que vos neurones commencent à mourir. Le stress, au fait, oui, il y a juste une telle histoire ici. Ce pruning est accéléré, la probabilité de mort de cellules nerveuses individuelles augmente, et il est nécessaire de changer de profession. Malgré le fait qu'une partie de notre cerveau dit merde, encore une fois nouveau, oui, eh bien, nous venons de tout construire, seulement nous sommes normaux et ici à un nouvel endroit et comment résoudre de nouveaux problèmes. C'est une partie du cerveau qui est derrière le stéréotype, et nous avons des programmes de paresse et qui, par conséquent, sur le fait de marcher les chemins habituels. L'autre partie du cerveau qui parle de nouveauté, elle se réjouit et dit, maintenant, nous allons gagner un tas de dopamine. Maintenant, eh bien, de nouveaux défis. Oui, nous sommes presque tous ici. C'est à propos de cela que nous avons déjà tout compris. Y a-t-il de nouveaux défis? Ici aussi, nous sommes tous différents? Oui, ce n'est pas pour rien qu'il existe depuis l'époque d'Hippocrate colérique, flegmatique, mélancolique, sanguinaire. C'est flegmatique. C'est la stabilité qui compte pour lui. Et comme si oui, je suis intégré dans la structure, je suis là un petit rouage dans cette grande organisation que je profite, il est à l'aise. Et sanguinique et colérique. Il s'ennuie, il veut diriger et veut la nouveauté. Eh bien, apparemment, l'évolution, quand elle nous a créés à nouveau, elle nous a créés différents. En général, la diversité est l'un des leitmotifs du processus évolutif. C'est tout cela qui finit par se combiner harmonieusement. Et les mélancoliques, en passant, sont considérés comme le type le plus créatif, parce qu'ils ont un tel cerveau bavard, anxieux, ils ne sont pas très à l'aise dans certaines situations de crise, mais s'ils sont placés dans une telle sorte de tour blanche, oui, les nourrir et ne pas effrayer, ils peuvent penser à ce que les autres tempéraments. Par conséquent, par exemple, les gens de l'art, ils sont souvent ici avec un tempérament mélancolique si troublant. Mieux encore, cette bipolarité. Alors vous êtes déprimé, alors vous avez la manie et les impulsions créatives. Beaucoup de gens formidables étaient comme ça, oui, bipolaires. Eh bien, le classique est Pouchkine. Cela signifie dépression, puis Automne Boldin. Le fait est que la anatomie elle-même, mais c'est le poids ou même les structures cellulaires. Eh bien, c'est comme si vous aviez ouvert l'ordinateur et que vous regardiez le faire, et que vous ne voyiez pas les programmes. Et les programmes peuvent être différents. En fait, eh bien, par exemple, si vous prenez un morceau du cortex des grands hémisphères d'une souris et d'une personne, vous ne pouvez pas les distinguer au microscope. Vraiment? Oui, comme ça. Oui, c'est-à-dire que c'est dans les neurones au microscope, les synapses ne peuvent pas être distinguées. De plus, vous ne pouvez pas distinguer un homme et un singe. C'est pourquoi il y a beaucoup à faire.
Non, la spécificité du fer est également importante, oui, c'est-à-dire la densité des contacts synoptiques, il y en a combien par unité de volume, mais la spécificité se manifeste lorsque nous téléchargeons des programmes sur ces réseaux neuronaux. Oui, c'est-à-dire notre expérience individuelle, qui commence à nouveau dès les premiers jours, les semaines de la vie et même plus tôt. À partir du moment où l'enfant a bougé dans le ventre de sa mère, c'est déjà le surnom des réseaux neuronaux. Pourquoi le bébé bouge-t-il? Et voici quelques-uns des réflexes les plus simples d'abord, puis la motricité. Déjà le cervelet a commencé à apprendre. Il entend à travers le ventre de sa mère des sons extérieurs, de la musique. Eh bien, ou le grondement de la mère dans le ventre, par exemple, oui, il entend le battement du cœur de la mère, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir de 7 mois, l'enfant entend déjà assez bien, il bouge encore plus tôt. Et maintenant, à l'échographie, nous voyons que l'enfant, par exemple, suce le doigt de sa mère dans l'utérus. C'est-à-dire déjà, oui, ce réflexe de succion, il est en quelque sorte surnommé. C'est-à-dire, de la même manière que vous exécutez une sorte de complexe de production, vous testez avant de commencer. Voici un tel test encore in utero. Et c'est utile parce que les neurones commencent à se transmettre des signaux, à se nourrir les uns les autres avec ces facteurs de croissance. Et l'assemblage est plus adéquat. Apparemment, l'assemblage à la place de nombreux réseaux neuronaux commence encore là in utero. Par conséquent, nous comprenons maintenant que ces 9 mois, alors que l'enfant grandit dans le ventre de sa mère, ils ont une signification énorme pour le tempérament futur, pour les paramètres futurs de l'intelligence. Eh bien, il y a des estimations très grossières, et quelles contributions, quels facteurs contribuent à la personnalité d'une personne? Voici 50% de ce sont des gènes, c'est-à-dire ces molécules d'ADN qui proviennent de maman, de papa, de leurs installations. Oui, leurs caractéristiques, il y a beaucoup de sérotonine, peu de sérotonine, beaucoup de dopamine, peu de dopamine. Ensuite, 20% est la période intra-utérine. Un gros chiffre. Très grand. 15% sont les premières années de la vie, eh bien, disons, préscolaire. Et les 15% restants, tout ce qui nous est arrivé depuis l'école, l'institut, le travail. Voilà. C'est-à-dire que la période intra-utérine est selon ce que nous serons, eh bien, au moins nous comparerons, et peut-être même plus importante que tout, de l'intervalle de 70 à, je ne sais pas, 97 ans. Et les grandes différences entre le cerveau masculin et féminin? Vous savez, ils ont tendance à s'intégrer dans cette distribution normale. C'est-à-dire, quand une question est posée sur le cerveau féminin-masculin, que voyons-nous? Il y a beaucoup de différences sur les grandes statistiques. Eh bien, c'est banal le niveau là-bas, je ne sais pas. L'agressivité de certains, oui, où il y a un niveau de soin pour la progéniture. Sur les moyennes, nous le voyons. Et si vous prenez 10 000 hommes, 10 000 femmes, vous obtenez une différence statistique fiable là-bas, JV moins de 0,0 là-bas. Ou la taille du poids, probablement aussi. Ah, Taille, poids, oui, mais si vous prenez un homme en particulier, une femme en particulier, alors dans ces deux distributions normales, il peut aller n'importe où. Ici, ces deux distributions normales mâles, femelles se croisent très fortement. Ils se croisent à plus de 70%. Nous sommes des hommes et des femmes différents. Oui, nous avons un chromosome masculin et Y, les femmes ne l'ont pas. Au lieu de cela, le deuxième chromosome X, c'est là que tout commence. Et pourquoi s'étonner que notre cerveau soit différent? C'est différent. Notre foie fonctionne différemment, notre cœur fonctionne différemment. Après tout, les hommes vivent en moyenne 5 ans de moins. Ça ne frappe personne? Et c'est comme une histoire frontale, parce que le chromosome Y, ça marche. Eh bien, il est connu pour être plus court que X, et environ 800 gènes chez un homme dans un exemplaire, et chez une femme dans 2, parce que 2 chromosomes X. quelque chose ne nous est pas arrivé? Oui, et si l'un de ces 800 gènes est cassé, les femmes ont une option de rechange, leur deuxième chromosome C, et les hommes ne l'ont pas. Par conséquent, de nombreuses maladies génétiques, la même hémophilie, sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes. En général, chaque fait à un moment donné. Voici la science moderne, elle enseigne au moins aux physiologistes, oui, nous voici, les biologistes, à poser la question et pourquoi, c'est-à-dire que cela s'est formé au cours de l'évolution. Parce qu'à l'origine, c'est si nous prenons, les mammifères sont descendus des reptiles, nos ancêtres sont des reptiles, oui, ici, les reptiles n'ont pas cette définition du sexe. Chez les reptiles, chez certains crocodiles, un garçon ou une fille dépend de la température du sable, et nous dépendons si X ou XY. Ainsi, il s'avère qu'une fois que le chromosome y porte moins de gènes, leur distribution est plus large.
une plus grande diversité génétique, une plus grande probabilité de manifestation de différentes mutations. Et, en passant, il n'arrive pas toujours que voici une distribution féminine normale, voici une distribution masculine normale. Dans de nombreux cas, nous voyons que le niveau moyen est le même, juste la distribution masculine est plus large. Par exemple, dans le cas d'IQ, oui, si nous mesurons le quotient intellectuel, les hommes et les femmes ne sont pas différents, mais il y a plus de génies et plus d'idiots parmi les hommes. Oui, c'est-à-dire, comme si c'était plus large. Et puis nous parlons en fait du fait que Y est un chromosome masculin, c'est pour rendre encore une fois la population et la progéniture plus diversifiées. Encore une fois, nous nous appuyons sur l'idée de la diversité. Et ce faisant, la nature, oui, l'évolution, des deux sexes, ont choisi d'expérimenter. Et chez nous, chez les mammifères, c'est le sexe masculin, et le second laisse derrière lui un îlot de stabilité. Oui, c'est une femme. Et il est dit que sur les femmes. Non, sur les hommes, la nature expérimente, et les femmes, elles parlent de stabilité. Mais si nous regardons la ligne parallèle de l'évolution des oiseaux, c'est l'inverse. Le coq X et le X et le poulet X et le jeu. Par conséquent, cela n'est apparemment même pas lié au sexe masculin, féminin. C'est arrivé. Et oui, ici, chez eux, chez les oiseaux, voici l'évolution de ce mécanisme. On a celui-là. Mais l'astuce est que nous voyons ce que l'on appelle la divergence dans l'évolution, quand le même problème est résolu de la même manière. Et c'est ce que nous voyons chez les mouches. Voici cette mouche drosophile, qui est un objet modèle, il y a aussi des femelles XX et des mâles X, Y. C'est-à-dire que l'évolution des insectes a également attrapé ce mécanisme, bien qu'à un certain niveau, il n'y ait pas de telle définition génétique explicite du sexe et que le sexe de la progéniture dépend d'autres facteurs tels que la température, le sable, un signal hormonal ou généralement déterminé par hasard. Vyacheslav, vous avez dit à propos des neurotransmetteurs que l'une des branches de la science avancée est d'étudier le cerveau du point de vue des neurogarmons. Qu'aujourd'hui, la science comprend bien du point de vue des neurogarmons, ce qu'ils existent et comment ils peuvent être influencés. Ici, nous connaissons de tels connus, nous entendons de la dopamine, de la sérotonine, d'autres connus. Je suis content, merci de poser cette question, c'est ma spécialité scientifique. Je suis un neuropharmacologue, un neurochimiste. Je veux dire, mon doctorat, oui, est consacré aux molécules opioïdes, qui régulent beaucoup de choses dans le corps. Par conséquent, parler des médiateurs, c'est toujours s'il vous plaît. En fait, les neurogarmons, probablement, ne les appellent pas très correctement, bien qu'en général, cette idée soit également saine. Mais plus comme ça. Terme générique. Oui, c'est un neurotransmetteur ou juste un médiateur. Autrement dit, les médiateurs. Et les neurotransmetteurs, comment fonctionnent-ils? Ils sont libérés du processus d'une cellule nerveuse pour affecter le processus d'une autre. C'est-à-dire des molécules chimiques qui... Oui, mais ce sont des molécules qui passent d'un processus à l'autre, ou plutôt agissent. Neuronal, eh bien, OTS à synapse. À l'intérieur de la synapse. Et à l'intérieur? Oui, c'est-à-dire que la synapse est composée de la partie qui transmet le signal et de la partie qui reçoit. Et celui qui transmet, un neurotransmetteur en sort et affecte la surface de la deuxième cellule. Et c'est ce qui distingue exactement les médiateurs, les neurotransmetteurs des hormones. Le signal est transmis par points, seulement ici. Quand nous disons le mot hormone, cela signifie qu'une molécule est libérée dans le sang ou au moins dans l'environnement intercellulaire et commence à se propager dans un vaste espace. Comme l'adrénaline, est-ce une hormone? Un exemple d'adrénaline, oui, il s'est détaché de la substance cérébrale des glandes surrénales et s'est propagé dans tout le corps et a affecté le cœur, les muscles squelettiques et les vaisseaux sanguins et même là, les globules rouges et les globules rouges ont commencé à transporter plus d'oxygène. Voilà, et les neurotransmetteurs ont un impact ponctuel. Par conséquent, ils parlent d'un échange d'informations très subtil. Et les hormones, ils parlent de la régulation globale de l'état, oui, c'est-à-dire, c'est comme si c'était le cas. Le langage de communication n'est pas un remédiateur? Oui, quand on est un moyen de communication, un outil de communication, bien sûr. Eh bien, il y a 100 ans, nous avons réalisé que ce mécanisme existait. Parce qu'en fait, quand ils ont regardé le réseau de neurones, eh bien, disons au début du XXe siècle, il n'y avait alors que des microscopes à lumière, il était clair que le processus s'approchait du processus, mais ce qui se passait entre eux n'était pas clair. Et à ce moment-là, ils savaient déjà que le signal sur un seul neurone était transmis sous la forme d'une impulsion électrique.
Et il y avait deux hypothèses concurrentes. Le signal électrique saute simplement à la cellule suivante. Eh bien, comme dans les centraux téléphoniques de l'époque, oui, la fiche est insérée dans la prise et le signal a couru. Et la deuxième hypothèse sur le fait que non ne saute pas, mais encore un produit chimique est libéré. Et cette hypothèse est née de la connaissance des hormones, car le signal hormonal est transmis à travers une molécule et à travers un espace. Peut-être que la synapse est également faite. Eh bien, c'est vraiment oui, c'est la deuxième option qui fonctionne dans la grande majorité des points de notre corps. Eh bien, par conséquent, la connaissance des neurotransmetteurs est extrêmement importante et il y a deux de nos neurotransmetteurs les plus importants. C'est du glutamate ou de l'acide glutamique et du GABA ou de l'acide butyrique gamma-amine. Le premier d'entre eux transmet des signaux excitateurs, et si elle est libérée, alors avec une forte probabilité, la cellule suivante génère une impulsion et le signal a couru plus loin. Le second d'entre eux, qui est GABA, inhibe l'activité de la cellule suivante afin que les signaux supplémentaires ne soient pas transmis. Pourquoi est-ce nécessaire? Et chaque neurone ne reçoit pas vraiment des dizaines, des centaines, des milliers d'entrées, mais à un moment donné, vous devez dire que nous ne transmettons rien du tout. Par exemple, nous ne déclenchons pas de réaction motrice. J'ai envie de bouger, et nous devons nous asseoir tranquillement. Un écolier en classe, hein? Vous voulez dire, mais vous devez vous asseoir tranquillement. Ralentir les signaux inutiles, c'est très important. Par conséquent, certains processus reçoivent des signaux avec un signe plus le glutamate, et certains avec un signe moins. C'est l'acide butyrique gamma-amine. Et si c'est très grossier, environ 80% de nos neurones et synapses travaillent sur ces deux médiateurs. C'est-à-dire 40% du glutamate, 40% du GABA. Et les processus de base de la transmission de l'information dans le cerveau sont un équilibre délicat entre ces deux molécules. Et le système régule-t-il le cerveau ou dans le cerveau certains du centre qui sont régulés par les ratios? Et cela est en grande partie donné au niveau génétique. Et comme il y a des centaines de millions d'années d'évolution, ça marche bien. Mais il y a des échecs et surtout ils sont dans le sens de l'excitation asymétrique. Et chez un enfant, cela se traduit par un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention. Déficit d'attention, vous ne pouvez pas écouter trop longtemps, comme un enseignant et être distrait. Autrement dit, le freinage de certains signaux sonores inutiles ne fonctionnera pas, ça ne marche pas. Hyperactivité-t-il est difficile pour un enfant de rester immobile pendant longtemps. Bloqué au niveau du cortex des grands hémisphères par exemple les signaux du cervelet. Que le cervelet, c'est notre centre moteur, il offre tout le temps à Kara. Faisons-le. Je dis, courons, sautons, tournons, n'est-ce pas? Sur la tête. On y jette, je ne sais pas, le manuel du voisin. Voilà. On est assis, on ne fait rien, on sait tout faire. Et c'est juste une fonction de Gamma. Nous avons un centre, il s'appelle thalamus, qui est réellement engagé dans cela. Voilà. Et les échecs les plus graves sont l'anxiété accrue chez les adultes, l'insomnie. L'échec le plus grave est l'épilepsie. C'est-à-dire qu'avec l'épilepsie, il y a un foyer d'équilibre perturbé de l'excitation et de l'inhibition et bien, comme si une vague d'activation se produisait à partir de là, alors des convulsions et tout. Et pour corriger tous ces problèmes, deux groupes de médicaments sont utilisés. L'un d'eux augmente l'activité du GABA, et le second groupe est les antagonistes, c'est-à-dire les concurrents du glutamate, c'est-à-dire la molécule interférant avec le glutamate. Par exemple, si une personne a un état épileptique, un foyer épileptique, et c'est une personne sur deux. Voici, ces molécules sont utilisées, et c'est la première couche de médiateur. Mais la deuxième couche, et c'est exactement ce que la dopamine, la sérotonine, la norépinéphrine, les endorphines sont habituellement à l'oreille. Ce sont des médiateurs de la sphère psycho-émotionnelle, qui se manifestent principalement lorsque nous répondons à certains besoins et formons un fond émotionnel. Et les émotions, c'est comme si pour nous en tant que sujet, il est agréable, désagréable, c'est-à-dire que nous percevons à travers un signe, oui, cela s'appelle la valence de la psychologie. C'est-à-dire que la valence n'est pas seulement un mot qui, en chimie, concerne le nombre de connexions, mais en psychologie, le signe des émotions est également appelé valence. La valence positive et négative. Du point de vue du fonctionnement systémique du cerveau, l'émotion, c'est un signal chimique qui, à partir des centres de besoin, par exemple de l'hypothalamus, monte dans le cortex des grands hémisphères et parle de « a réussi à manger ».
Je veux dire, Cora, nous avons réussi à manger. Donc, ce que tu as fait, c'était juste parce qu'on a répondu à un besoin alimentaire. Et dans le contexte de ce signal émotionnel positif, suivi, par exemple, de dopamine ou d'endorphine, le cortex se souvient, oui, de ce qu'il faut faire pour manger. Et les réseaux de neurones qui ont fonctionné, là où les contacts entre les neurones sont renforcés, deviennent plus efficaces et plus susceptibles de choisir ce programme, parce qu'il a permis de manger. Si quelque chose a échoué, le centre de besoin génère une émotion négative. Encore une fois sous forme chimique, il monte dans le cortex et dégrade le travail des synapses qui n'ont pas abouti au succès. Pavlov appelait cela un freinage conditionnel. Des neurotransmetteurs comme la dopamine ou la norépinéphrine ou la sérotonine, ils veulent que nous apprenions. Eh bien, en plus pour nous en tant que sujet, oui, toutes ces manifestations mentales, elles sont très importantes. Eh bien, ensuite, si quelque chose ne va pas, ils sont à nouveau utilisés agonistes, c'est-à-dire des substances similaires à la dopamine ou des antagonistes, c'est-à-dire des substances interférantes. Oui, les antagonistes de la dopamine, par exemple, sont utilisés dans la schizophrénie, dans les troubles maniaques. Les agonistes de la sérotonine sont utilisés dans la dépression, parce que la sérotonine, il contrôle principalement les émotions négatives et les empêche de dépasser les échelles. Et les mauvaises performances de la sérotonine sont des états dépressifs. Par conséquent, les antidépresseurs classiques, ils activent le travail du système sérotoninergique. Si peu, il existe déjà des antidépresseurs plus graves qui activent simultanément la sérotonine pour contenir les émotions négatives et la dopamine pour avoir plus d'émotions positives. Mais c'est juste alors tout à fait recette. Et il y a des compléments alimentaires qui stimulent ces neurotransmetteurs. Disons que s'il y a des vitamines C, vous buvez de la vitamine C. Si vous avez une carence en dopamine, avez-vous des compléments alimentaires? Acceptez. Je vais bien avec la dopamine. Vous savez, en général, notre cerveau est assez sain ici contre les intrusions alimentaires comme ça est protégé. C'est parce que la plupart des neurotransmetteurs sont la même dopamine ou sérotonine, ils sont en fait formés à partir d'acides aminés alimentaires, c'est-à-dire de molécules qui font partie de toute protéine que nous mangeons. Et le cerveau prend très soigneusement ces acides aminés de la circulation sanguine et un pourcentage strictement défini convertit là encore la sérotonine ou la dopamine. Il se synthétise lui-même à partir d'un acide aminé dans sa tête, n'est-ce pas? Oui, absolument. Directement les cellules nerveuses, elles, même et pas n'importe où, mais directement dans la synapse. C'est là que la dopamine est synthétisée pour atteindre le prochain neurone. C'est pourquoi tout cela est très bien contrôlé, suivi, parce que sinon, nous, en fonction de notre alimentation, nous nous comporterions très différemment, et ce n'est pour rien. Ce n'est pas adaptatif. C'est pourquoi certains compléments alimentaires à ces systèmes ne peuvent être atteints que s'il y a un déficit notable. Tryptophane et 5-hydroxytryptophane, ce sont des compléments alimentaires, car à partir d'eux, le cerveau synthétise la sérotonine. Eh bien, ils doivent être pris en assez grande quantité, comme le même tryptophane 1 ou 2 grammes par jour. Cette quantité est comparable à la quantité que nous mangeons avec des protéines alimentaires normales. C'est un mythe, pas un mythe. Il faut manger des noix pour le cerveau, parce qu'il est en haut, il ressemble. Quels aliments? Ah, bon pour le cerveau. Vous avez dit où il était? Quelles protéines mangez-vous? En général, cela semble être le niveau le plus ancien de traitement chamanique, oui, c'est-à-dire que ce champignon ressemble à une oreille, nous allons les traiter avec des otites. Eh bien, voici une signification particulière des noix pour le cerveau, je n'ai honnêtement pas rencontré. En général, bien sûr, les noix sont comme des produits végétaux, dans lesquels il y a beaucoup de graisse, ils contiennent les bons acides gras. Que manger pour que le cerveau soit utile? Voilà, d'accord, commençons vraiment avec les graisses. Donc, en général, notre cerveau n'est pas utilisé directement pour transmettre, par exemple, des impulsions aux graisses. Mais les cellules nerveuses, ainsi que toutes les cellules du corps, ont une membrane superficielle. Et les neurones ont besoin d'une grande membrane, car ces processus créent certainement une surface très importante. Et pour la construction des membranes, les graisses végétales sont plus appropriées, car elles sont plus flexibles. Autrement dit, les graisses formeront la base des membranes biologiques, il y a deux couches de ces molécules lipidiques.
Donc, les graisses végétales sont plus flexibles, et l'ensemble du système est plus flexible, correct. Comment se souvenir que les graisses végétales sont plus flexibles? Vous ouvrez le réfrigérateur et voyez le beurre et l'huile végétale dans la bouteille. Et dans le réfrigérateur, le beurre est déjà solide, et le légume continue de gargouiller. Oui, cela signifie avoir des molécules plus flexibles. Il y a des doubles liaisons entre les carbones. C'est pourquoi, eh bien, comme vous le savez, nous devons manger des graisses quelque part 1 gramme par kilogramme de poids. C'est ça. Et il est souhaitable qu'au moins la moitié soit encore des graisses végétales. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'huile d'olive, l'huile de tournesol, il n'y a pas d'huile de colza. La seule différence est l'huile de palme. Si c'est de l'huile de palme normale, ce n'est pas nocif, mais c'est juste qu'il contient principalement des graisses comme dans les graisses animales. Par conséquent, il n'est pas très approprié pour la construction de membranes, mais il convient comme une source d'énergie, c'est-à-dire que les graisses remplissent généralement notre fonction énergétique, stockant, eh bien, c'est aussi la construction même. C'est pourquoi les noix conviennent, l'huile de tournesol convient, l'huile d'olive convient. Voici la suite, si vous prenez des glucides. À partir des glucides en général, nous n'avons rien dans le système nerveux, mais c'est de l'énergie. Et le gluco, il a besoin de nos cellules nerveuses, d'autant plus que nos cellules nerveuses ne savent pas stocker le gluco. Ici, les muscles, par exemple, savent comment. Oui, c'est-à-dire que le glucose est prélevé dans la circulation sanguine, déposé à l'intérieur de la cellule musculaire sous la forme d'une molécule semblable à l'amidon appelée glycogène. Et si quoi que ce soit, vous pouvez tenir quelques heures. Et les neurones ne peuvent pas, ils n'ont pas de stock. Et ils prennent du glucose dans la circulation sanguine tout le temps, et tout le monde sait. Oh, quelque chose que ma tête a cessé de fonctionner, il est temps de manger. Ou vice-versa, quelque chose que j'ai trop mangé, oui, la tête ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a cette ligne ici, c'est assez mince. Autrement dit, idéalement, nous devrions avoir une concentration de glucose dans le sang quelque part de 0 à 1%. Les diabétiques connaissent très bien cette concentration, car cette concentration dépend du travail du pancréas, du système insuline, du système glucagonique. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas oublier les glucides. Il n'y a pas très rare et pas très nombreux et évitez ici tout à fait sucré, parce que si vous mangez du glucose pur ou du saccharose là-bas, le saut de concentration dans le sang est trop grand, le système nerveux ne l'aime généralement pas. Surtout si vous n'êtes pas prêt pour un travail de 15 minutes, c'est assez long. Par conséquent, voici ces glucides lents comme l'amidon, qui seront digérés progressivement. Il y a de la bouillie le matin, ce n'est pas juste. Voilà. Bien sûr, les molécules de protéines sont les plus importantes, car chaque protéine est composée de 20 acides aminés. 20 types d'acides aminés constituent une protéine, et 8 d'entre eux appartiennent à la catégorie des essentiels, c'est-à-dire essentiellement des vitamines. Nous ne les recevons qu'avec de la nourriture. Et ici, dans leur rangée, le tryptophane, à partir duquel la sérotonine est obtenue, et la tyrosine, à partir de laquelle la dopamine est obtenue. Voilà. Mais la tyrosine, en règle générale, est beaucoup dans toutes les protéines, mais le tryptophane n'est plus dans les protéines animales. Par conséquent, il s'avère que les graisses végétales sont plus utiles que les animaux, mais les protéines animales sont en quelque sorte plus utiles que les légumes. Eh bien, c'est une différence conditionnelle, parce que si vous êtes tout à fait végétarien, alors bien sûr, vous obtiendrez moins de tryptophane par gramme de protéines, mais eh bien, mangez simplement plus de protéines. Si vous êtes végétalien, oui, alors vous devriez dire que les céréales et les légumineuses ne sont pas moins nombreuses. Il y a des haricots là-bas, oui, et du blé là-bas. Et ce sera aussi bien d'ajouter quelque chose d'autre, comme du cinéma ou du sarrasin, qui ne sont pas des céréales, ni des légumineux, et il y a des groupes séparés comme des marrons. Voilà, eh bien, j'ai des cours de cerveau. La nourriture, là-bas, je pense que vous pouvez tout apprendre. Plus de détails peuvent être lus dans vos livres. Nous laisserons les références dans la description nécessairement. Oui, oui. L'activité physique affecte-t-elle le cerveau? C'est le sport? Bien sûr que oui. Eh bien, d'abord, si vous regardez comment fonctionnent nos cellules nerveuses, vous constaterez que les 2/3 des neurones sont impliqués dans les mouvements d'une manière ou d'une autre. 2/3. Ceci, tout d'abord, tout le cervelet et de nombreuses parties de la carie des grands hémisphères et beaucoup de choses dans les structures souches sous-corticales. Autrement dit, il s'avère que si nous bougeons, et surtout d'une manière ou d'une autre, il est difficile et d'une nouvelle manière, alors nous activons les réseaux de neurones, et vous et moi avons déjà convenu que l'activation des réseaux de neurones est utile pour les synapses, les neurones survivent et en général tout est cool. Donc, bouger est bon parce que nous activons le cerveau. Plus loin. Deuxième point.
Nous sommes tellement disposés que le mouvement de la prochaine étape est la libération de dopamine. C'est-à-dire que lorsque les centres moteurs sont activés, ils atteignent une structure appelée substance noire, elle se trouve dans le cerveau moyen. Et la substance noire libère de la dopamine, créant des émotions positives. Nous aimons bouger et nous aspirons à bouger, et l'objectif biologique global est d'apprendre à bouger. Quand nous sommes déjà adultes, nous avons l'activité de la substance noire commence lentement à tomber, et les programmes d'économie d'énergie commencent à gagner, en fait, la paresse et la proposition du bébé là-bas, les mamans, les papas, courons, sautons provoque parfois une telle perplexité dans le cerveau adulte, comme si je pouvais en général. Pourquoi? Je préfère m'allonger sur le canapé? Non, je préfère obtenir de la dopamine non pas par le mouvement, mais par exemple par de nouvelles informations. J'y lis un livre ou quelque chose. Voilà. Et c'est là que notre installation individuelle commence à jouer. C'est-à-dire que chez les enfants, cela fonctionne presque parfaitement, bien que même les enfants soient paresseux, mais c'est beaucoup plus rare. Mais chez les adultes, en effet, beaucoup d'adultes s'efforcent de rester sur le canapé, mais il y a des adultes heureux qui ont beaucoup de dopamine dans ce système dans leur vie. Et puis, à 50 ans, et à 70 ans, ils sont prêts à danser, à y jouer le dimanche et ne comprennent pas sincèrement ceux qui sont couchés sur le canapé et paresseux. Et ceux qui sont sur le canapé ne les comprennent pas. Ceux qui sont sur le canapé reçoivent des émotions positives au détriment des endorphines. Nous avons aussi des molécules qui sont sur le confort. Oui, c'est à propos de quoi? Cool. Oui, c'est quand vous voulez courir dans la rue et crier de joie, c'est la libération de dopamine. Alors Archimède courut oui, et cria, oui, Eureka, voilà la dopamine. Et quand vous vous allongez tranquillement dans le coin et pensez oui, la vie est réussie, ce sont des endorphines. Et c'est après le repas, c'est après le sexe, c'est juste là dans un hôtel 5 étoiles pendant les vacances. Le fait est qu'il n'y a pas très longtemps, les muscles actifs sécrètent des molécules ressemblant à des hormones, ils ont été appelés myokines, et ces myokines améliorent l'état des cellules nerveuses, elles fonctionnent à peu près comme des facteurs de croissance nerveuse. Par exemple, améliorer l'état de l'hippocampe et des centres de mémoire, c'est-à-dire que les muscles qui travaillent activement disent merci au détriment des myokines au cerveau. Et c'est le troisième mécanisme d'utilisation des mouvements. Eh bien, sans parler du fait que vous bougez, entraînez le système cardiovasculaire, de cela, le flux sanguin dans le cerveau est également meilleur, et c'est aussi un plus. Vyacheslav, je comprends bien que voici la dernière décennie, qui a été marquée par une telle croissance rapide des réseaux sociaux, des plateformes sociales, les chercheurs qui créent des réseaux sociaux, ils utilisent en quelque sorte le patrimoine de la neuroscience pour créer de tels mécanismes, de tels outils, grâce auxquels une personne reçoit la même dopamine en feuilletant une bande. Une personne reçoit, colle sur Internet, parce qu'il produit de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine. Il aime et regarde. Oui, oui, une histoire célèbre, oui. C'est ce que la science sait à ce sujet? Comment les médias sociaux affectent-ils? La science le sait. Voilà. Clairement, les créateurs des médias sociaux n'ont pas pensé à la dopamine. Ils pensaient qu'il y avait plus de vues, et à l'intérieur des vues pour pousser la publicité est bien, ou quelque chose comme ça. Mais notre cerveau est curieux. C'est l'un de nos programmes innés et aussi lié à la dopamine. C'est-à-dire que la dopamine est dans nos deux grands systèmes cérébraux qui fonctionnent comme une source d'émotions positives. La joie des mouvements et la substance noire est la joie de la nouveauté. C'est ce qu'on appelle le pneu du cerveau moyen. Il y a des neurones qui en sont réellement responsables. Donc, collecter de nouvelles informations est encore une fois un événement biologiquement justifié. Oui, eh bien, encore une fois, nous venons de parler de la joie des mouvements, d'apprendre à bouger, de recueillir de nouvelles informations. Pourquoi c'est agréable? Pourquoi c'est important? Et plus vous en savez sur le monde, plus votre comportement est adéquat. C'est-à-dire que vous savez quoi attendre dans cette situation, dans celle-ci, dans celle-ci. Autrement dit, être curieux est bénéfique. D'où l'évolution. Eh bien, je comprends. Eh bien, c'est déjà notre cerveau qui est organisé pour nous dire ce que tu fais bien. Voici une émotion positive, voici un popsicle sur un bâton appelé dopamine. C'est-à-dire que l'évolution est venue du côté de l'opportunité biologique, puis dans le cas d'un cerveau complexe, elle a ajouté à cette opportunité biologique des programmes innés et des réflexes banals une émotion pour que le cerveau complexe dans une situation de choix entre se déplacer, s'allonger sur le canapé, apprendre de nouvelles choses, je ne sais pas.
убегать и прятаться, да, чтобы вероятность выбора сдвигалась в какую-то целесообразную сторону. Et voici la curiosité. C'est un programme très décent, car vous en apprendrez davantage sur le monde, ce qui signifie que votre comportement devient plus précis. Et tout cela est cousu dans n'importe quel cerveau complexe. Et en termes extrêmes, cela pousse ce qui nous plaît en général en jouant avec les mots. C'est-à-dire que nous jouons à l'origine avec des objets, et comme dans une version développée, nous jouons avec des mots. Et ils riment de mots. Ou, par exemple, l'humour est également arrangé. Autrement dit, l'humour est également basé sur la dopamine, c'est-à-dire toute histoire, jeu de mots, il y a toujours un élément de surprise. Et nous voyons directement les processus neuronaux de ce pneu ventral du cerveau moyen germé, par exemple, dans le même cortex pariétal. Et la dopamine est libérée, par exemple, quand une personne entend une blague drôle. C'est tout. Eh bien, il s'avère qu'une fois qu'il est bon de collecter une telle dopamine, vous pouvez la collecter partout et juste pour le bien de la dopamine, et c'est déjà le réseau social. Comme recueillir des émotions positives, mais si vous perdez du temps, et pourrez faire quelque chose de plus utile, c'est déjà un problème. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Et nous avons malheureusement de telles dépendances. La dépendance alimentaire et les jeux sont également organisés. Et il s'avère que c'est une telle gourmandise d'informations, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle ça. Une mauvaise blague avec nous, la dopamine joue, c'est-à-dire que le cerveau ne comprend pas, ce n'est pas utile. Eh bien, puisque tu as cette curiosité, tu es assis sur Internet pendant des heures, n'est-ce pas? Et ce n'est pas sa tâche, il est important pour lui de recueillir des émotions positives. Autrement dit, un grand cerveau, sa tâche est plus d'émotions positives, moins négatives. Mais notre unité humaine, elle tient compte des longs plans. C'est-à-dire que nous sommes en fait pour faire quelque chose en ce moment et avoir de la joie, tout d'abord le cortex frontal. On va manger un sandwich, ou on va s'asseoir sur les réseaux sociaux, ou on va jouer sur l'ordinateur. Et le cortex pariétal, il parle de long plan, elle parle de cette planification globale, de l'image du monde. Elle parle du fait qu'en fait, il faut apprendre pour, oui, continuer à bien travailler, gagner beaucoup d'argent, voyager, n'est-ce pas? Sur les longs plans. Donc, le cortex pariétal doit parfois arrêter le frontal et dire ce que vous proposez. Nous allons nous asseoir pour le manuel parce que nous avons un examen après-demain. Et l'Obnia ne parlera qu'après-demain. On a encore beaucoup de temps. Allons jouer à l'ordinateur. C'est ce que nous appelons la base de la volonté, de la pleine conscience. Oui, c'est là. Et pour arrêter, par exemple, un tel ensemble inutile de dopamine est difficile. Et nous ne pouvons le faire que par contrôle volontaire. C'est-à-dire que vous vous êtes dit 1000 fois que vous étiez assis 2 heures dans les réseaux, c'est mauvais. Donc, une demi-heure, d'accord, mais plus. Et il y a de la volonté, il n'y a pas de volonté, et vous ne l'obtenez pas, vous ne le faites pas. Ils viennent là-bas, je ne sais pas, les parents ou les patrons là-bas, et vous le faites une fois. Et au lieu de vous asseoir dans les filets, sortez la plaque d'Excel et faites quelque chose d'important là-bas. Ils ne comprennent toujours pas. Alors qui est à la barre? Nous ou le cerveau? C'est quoi ce mot? C'est comme ça que vous dites? Ce que nous sommes est exactement la région temporo-occipitale, ou nos idées sur nous-mêmes. Et il est formé par les résultats de toute notre vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, il y a notre conception de nous-mêmes, le modèle de nous-mêmes. Et vous pensez que je suis honnête, que je suis travailleur, que je ne sais pas, que je suis un bonhomme de famille, que je cherche la nouveauté, etc., etc. Il est peu probable qu'il y ait quelque chose de mal à penser à lui-même. C'est ça? C'est là que naît la conscience? Ici, la conscience est une telle fonction et un tel concept qui est physiologiquement très mal pris. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas. Jusqu'à ce qu'on apprenne encore. Nous n'avons pas de centre de conscience. C'est plutôt une sorte de fonction actuelle. L'état actuel est fondamentalement juste au moment où le cortex frontal et le cortex pariétal sont en compétition et comme si le cortex frontal et le pariétal étaient coupés. Parce que le front est sur le plaisir rapide, allons jouer sur l'ordinateur. Et le pariétal, non, nous avons un examen après-demain. Et maintenant, au moment où nous disons, donc, avec un contrôle volontaire conscient, j'ouvre toujours le manuel, le cortex pariétal a vaincu le frontal. Et c'est là que le psychologue vient et dit, oh,
C'était une manifestation de conscience, de contrôle conscient. Vous voyez à quel point c'est difficile avec ce terme? Y a-t-il une science qui étudie la conscience? Y a-t-il un scientifique, un domaine, un sujet d'étude? En fait, les fonctions mentales supérieures. Comme d'habitude, oui, tout le monde le définit. Contrôle volontaire? Oui, prise de décision. C'est ce que les physiologistes et les psychologues étudient, et en fait, le domaine qui le fait s'appelle la psychophysiologie. Alors vous pouvez prendre une personne et par certaines méthodes pour atteindre l'activité de ses cellules nerveuses, mais surtout le cortex des grands hémisphères. Ce sont deux méthodes principales, électroencéphalogramme et tomogramme, ou plutôt IRMF. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui vous permet de voir l'activité des zones dans tout le volume. C'est-à-dire que l'électroencéphalogramme vous lisez l'activité électrique uniquement à partir de la surface du cortex. Et ce qui est fait en profondeur, par exemple, dans les centres de besoin, vous ne voyez pas. Et l'IRMF, vous voyez tout le volume. Mais l'IRMF est beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus compliquée. Et nous avons dans le pays des installations d'IRM là encore sur les doigts d'une main. Donc une IRM de l'hôpital n'est pas bonne pour ça? Non, ça ne va pas. Nous avons besoin d'un appareil plus cher là-bas et tout ça. Et c'est ce que les psychophysiologistes étudient, en plaçant, en règle générale, une personne dans une sorte de situation modèle, eh bien, par exemple, liée à la prise de décision générale. C'est un objet de recherche très important, car c'est le même comportement, par exemple, d'un acheteur humain. Ou, par exemple, le comportement d'une personne qui décide pour quel candidat à la mairie de voter. C'est-à-dire qu'il s'agit de publicité politique, de publicité commerciale et d'un vaste domaine appelé neuromarketing. La neuroéconomie existe ici. C'est-à-dire qu'il s'avère ici à la jonction de l'économie, de la physiologie et de la psychologie. Comment faire, par exemple, une telle publicité, de sorte que le processus de prise de décision est incliné vers le choix de ce produit? Le prix Nobel pour cela a été donné à Kahneman. Oui, David Kahneman. Ce n'est pas vraiment pour ça. Le système de pensée qu'il a décrit, c'est-à-dire une pensée plus rapide qui suit de telles trajectoires standards et qui est plus proche de ce que nous appelons l'intuition. Et cette façon de penser convient à des tâches plus standards et simples. Et comme si la pensée lente, quand vous ne laissez pas le cortex frontal directement exécuter immédiatement le premier programme qui vous est venu à l'esprit et dire que le cortex pariétal n'est pas non, nous pensons que la situation est plus compliquée, la situation est nouvelle et la première option ne convient pas. C'est comme ça que les poètes écrivent de la poésie, hein? Autrement dit, si vous écrivez, si vous êtes un vrai poète, alors la première rime qui vous vient à l'esprit ne convient pas. Elle a dû être utilisée 20 fois, voire 200. Je suis venu. Même si le pont est compliqué, oui, il y en a beaucoup, 100 milliards. Comment cette pensée de la conscience est-elle née dans la matière? Voilà. Eh bien, en fait, il s'avère que... Penser. Oui, une pensée. Ça. La sérotonine et la dopamine, probablement, ce sont des molécules. Et c'est le travail du réseau neuronal. Je veux dire, une pensée? Eh bien, je ne sais pas, la pensée de l'orange. On se demande, oui, qu'est-ce qu'une orange? Eh bien, non pas que ce qui est la beauté, mais qu'est-ce qu'il y a une orange et c'est ainsi que nous méditons sur l'orange et que découvrons-nous? Nous découvrons que nous avons là une certaine image intérieure visuelle, encore une fois odorant, gustative, encore dans la tête sonne le mot orange. C'est-à-dire qu'il s'avère que le centre de la parole a été activé et que tous les centres sensoriels y sont connectés. Et activer cela signifie que les impulsions courent le long des circuits neuronaux correspondants. Et pour courir, ils doivent également être transmis à chaque synapse à l'aide de neurotransmetteurs. Voilà la pensée. C'est le mouvement des impulsions le long des chaînes de neurones, et le glutamate est principalement libéré entre les neurones. C'est de l'acide glutamique. Si vous commencez, ajoutez une émotion à cela, et maintenant rappelez-vous l'orange la plus délicieuse que vous avez mangée dans votre vie, oui, il est déjà connecté, eh bien, par exemple, nucléus accumbens, notre principal centre d'émotion positive, qui est au fond des grands hémisphères. Nucléus en latin, en russe encore plus difficile, noyau accumbens du septum transparent. Si vous offrez, par exemple, oui, rappelez-vous la moutarde, rappelons-nous la moutarde et la façon dont vous l'avez attrapée pour la dernière fois, de sorte que tout le cerveau s'est effondré, les centres d'émotion négatives, les centres de stress seront probablement inclus, et c'est, par exemple, l'amygdale et le mygdale, qui est au fond des lobes temporaux, c'est-à-dire, ajouter une émotion. J'ai récemment rencontré un article sur le mensonge.
Mentir est une charge très lourde pour le cerveau. Très lourd. Parce que vous mentez, et dans un cas difficile, oui, dans une situation difficile. Pas juste là, je ne sais pas, il y a un cube dans la main droite. Oui, à droite, il est en fait à gauche. Et dans une situation difficile, qui, par exemple, est liée au fait qu'une personne recevra quelque chose de moins. Par exemple, moins d'argent. Ça modélise, ça met une personne dans un scanner. Vous devez d'abord activer le cortex pariétal très sérieusement. C'est, en fait, pour former un tel modèle alternatif d'un monde où votre mensonge est vrai. Ensuite, vous devez partir de ce cortex pariétal pour donner un coup de pied frontal. Mentons parce que le front ne voit aucune raison de mentir. C'est-à-dire que le cortex frontal fonctionne généralement en répondant au centre de différents besoins, oui, aux signaux, et le pariétal, comme pour dire, et être, faites-le, qu'il en soit ainsi. Et puis le pariétal dit, oui, nous mentirons. Frontal, pourquoi, mention, oui. Et ici, vous pouvez voir comment l'activation coule à mesure que la décision de mentir du cortex pariétal au front, et ensuite, si ce mensonge est également associé à une sorte de violation d'une autre personne, alors la plupart des gens s'allument, l'amygdale est activée, car en fait, faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas bon. Et nous, en tant qu'êtres sociaux, vivons cela comme une émotion négative. Et puis il s'avère que les gens qui sont altruistes, ils ont un tel mensonge social comme si négatif est donné directement avec difficulté. Et les gens qui sont directement égoïstes, donc ils mentent à moitié et comme si c'était normal. Voici ce genre de choses est capable d'analyser maintenant la neurophysiologie moderne. Et que pensez-vous, à votre avis, le cerveau est la seule matière connue qui est le porteur de la conscience ou peut être quelque chose d'autre être? Oh, vous êtes philosophiquement enveloppé. En général, bien sûr, oui, à un moment donné, il est devenu clair que peu importe sur quoi les calculs sont implémentés, il est important qu'il y ait des algorithmes appropriés. Et votre structure de calcul peut être faite sur des molécules de protéines et peut être faite sur des puces de silicium. Par conséquent, à un moment donné, oui, ce sont les algorithmes de transmission d'informations qui deviennent importants, et quelle est la base physique? Ce n'est pas si important. Et le développement de l'intelligence artificielle nous le montre clairement. Nous avons la ville de Pouchkino près de Moscou, donc le centre informatique de l'Académie des sciences. C'est là que oui, les pères fondateurs de cette discipline ont déjà créé, ce qui signifie que les réseaux de neurones modèles, en couche, leur ont appris à reconnaître les lettres, les mots. C'est à ce moment-là, il y a 30 ans, tout a commencé. Ensuite, les capacités informatiques étaient tout à fait cela. Faibles. J'ai même trouvé un autre BSM6, vous imaginez? Oui, et puis il est devenu clair que pour créer des choses liées à l'intelligence artificielle, il n'est pas nécessaire de modéliser le cerveau en détail, d'imiter. Il suffit de simuler des algorithmes globaux. Et au début, ils ont été faits au niveau du logiciel, et maintenant c'est une glande, oui, c'est-à-dire que tout le monde semble être un neurone où il y a un réseau comme une centaine de neurones, c'est déjà une puce. Et vous n'avez pas besoin de programmer cela et il est déjà lui, même sur le niveau de faire donner comme si l'algorithme oui, capable, par exemple, de reconnaître un certain nombre d'images. Je me souviens peut-être que vous allez me corriger maintenant, mais s'il y a un réseau d'éléments H, il peut reconnaître H en 2 images, oui, c'est-à-dire qu'un réseau de 1000 neurones peut reconnaître 500 images. On a 90 milliards, non? Voilà. Eh bien, en tout cas, les algorithmes de création d'intelligence artificielle, ils étaient compréhensibles dans les années 90 et, je pense, même plus tôt, à la fin des années 80. Et nous voyons maintenant le développement rapide de ce domaine. Et comment pourrais-je continuer à suivre tout cela? Bien sûr, avec intérêt. Et l'idée de Skynet, elle est pour tous ceux qui ont regardé Terminator 1, Terminator 2 et tous les Terminators suivants, elle est certainement très proche. Voilà. Et je vois comment ils écrivent en noir et blanc oui, les ordinateurs, les réseaux de neurones font presque tout mieux qu'un homme. Eh bien, à partir du moment où l'ordinateur a battu le champion actuel du monde d'échecs, c'était dans les années 90, c'est déjà devenu évident. Et surtout, ne faisons pas un ordinateur universel qui pourrait tout faire. Que nous ayons l'intelligence artificielle pour la musique ou l'intelligence artificielle pour, je ne sais pas là-bas, l'écriture de poèmes ou l'intelligence artificielle pour les images visuelles, alors d'accord. Vous n'allez pas tous ensemble pour l'amour de Dieu, parce qu'alors cette chose se réalisera elle-même et alors elle ne semblera pas petite.
Et la conscience de soi, c'est quand ce réseau sera capable de construire un modèle de lui-même en lui-même, et vous ne le saurez pas parce que vous ne contrôlez pas ces processus. C'est déjà une chose en soi. Et il dira que c'est ce bipède qui me coupe du réseau. Des sacs en cuir, ah? Oui, qu'est-ce qu'il me coupe du réseau? C'est-à-dire que vous admettez que si technologiquement et scientifiquement se déplacera dans cette direction? Eh bien, je pense que tout cela est si réel. Évidemment, oui. Eh bien, il y a un tel principe global de Merge-Nost que le système acquiert un niveau suffisant de complexité, il acquiert les propriétés qui n'existaient pas auparavant. Et en fait, c'est la conscience de soi, la construction d'un modèle de soi, même, la séparation de soi-même du monde qui l'entoure, c'est une histoire presque fatale pour. Voici ces expériences subjectives qui peuvent apparaître, voici ce qu'on appelle l'effet Kali. Par quel mécanisme se produit-il? Eh bien, il me semble que l'histoire principale, c'est vraiment construire un modèle de soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un certain réseau, il y a un moulage du monde environnant, et dans ce moulage, une partie est moi et moi ce n'est pas le monde qui nous entoure. Eh bien, voici les programmes les plus importants qui apparaissent au début de l'évolution des systèmes nerveux, nourriture, reproduction et protection. Du point de vue de la neurophysiologie, du point de vue de la structure du cerveau ou des connaissances que les scientifiques connaissent. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. En quoi sont-ils différents les uns des autres en termes de neurophysiologie? J'ai interviewé 2 fois la chaîne Thomas, notre chaîne orthodoxe, le mois dernier. Donc, avec le père Pavel Velikanov, nous y menons une conversation détaillée très intéressante à ce sujet. Je recommande de regarder. La référence est obligatoire dans la description. Oui. Et en fait, la neurophysiologie moderne à nouveau, elle ne peut pas attraper des vagues d'inspiration venant des sphères supérieures, de la divinité ou vice-versa de certaines entités infernales. Mais nous pouvons voir comment fonctionne le cortex frontal, comment fonctionne le cortex pariétal, comment fonctionne amygdale, comment fonctionne nucléus cubain. Eh bien, et en plus de mener, par exemple, une analyse psychologique des croyants, non-croyants. Et ici, il y a une ressemblance surprenante avec l'analyse qui a été menée plus tôt dans un tel domaine politique pour les conservateurs et les libéraux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus enclins à s'appuyer sur les stéréotypes et les données, les algorithmes que l'environnement externe donne. C'est-à-dire qu'un enseignant vient à vous, cela peut être une religion, cela peut être une politique, cela peut être des questions quotidiennes. Et il dit que le monde est arrangé comme ça. Regarde, c'est la vérité ultime. Et une grande partie des gens sont prêts à accepter cela, puis tout changement majeur les rencontre avec une protestation, sont une source d'anxiété. Ce sont des conservateurs, et ce sont des gens enclins aux croyances religieuses. Et comme si sur le pôle opposé, les gens qui ne sont pas tellement conformistes et essaient en quelque sorte d'atteindre beaucoup avec leur esprit. Eh bien, comme si l'un des principaux objectifs de l'image religieuse du monde est ce monde à expliquer. Encore une fois, c'est là que nous créons le modèle de la réalité environnante. Et nous n'aimons pas beaucoup quand il y a de grandes taches blanches dans ce modèle. Parce que si nous ne savons rien du monde, c'est la source de l'inconnu, cela signifie que notre comportement sera inadéquat, cela signifie que c'est la probabilité d'échec, c'est la source de l'anxiété et tout le reste. Par conséquent, à tous les âges, les gens ont beaucoup apprécié les concepts explicatifs. La situation est en fait compliquée. Si vous êtes juste ici cette tribune ardente et que vous écrasez la religion, parce que les gens se moquent de la tête, vous penserez combien de personnes sont privées du pouvoir explicatif de ces concepts et continueront d'exister dans un état plus troublant. Tout cela n'est pas facile, car pourtant, à mon avis, ce n'est pas la vérité scientifique qui compte, mais la façon dont les gens sont heureux. Et donc chacun fait son choix. Je respecte toutes les religions humanistes. Eh bien, comme j'ai grandi dans un tel contexte orthodoxe, je dis généralement que je suis un agnostique orthodoxe. Ici, de ce point de vue, je m'approche du problème. Vyacheslav, et en quoi croyez-vous, mais vous ne pouvez pas le prouver de manière scientifique? Eh bien, probablement dans ce qui est encore une sorte d'esprit, oui, dans cet univers existe. Comment? Ça, il doit l'être, parce que, bien sûr,
Une foi universelle ou une vie consciente quelque part en dehors de la Terre? Du point de vue d'une telle diversité géante de ce qui se passe dans le monde, il devrait y avoir toutes les options. Il doit y avoir des êtres intelligents, très puissants, et ils sont alors parfaitement adaptés à la catégorie de la divinité, oui. Eh bien, je ne sais pas pour vous, j'ai grandi en Union soviétique, oui, sur Stanislav Lem et sur les journaux de Jonas. Il a quoi? À propos de deux voyous qui inséminent des planètes, oui, et cela signifie que c'est le plus, se mouche dans le protoplasme, puis le pétrissent pour obtenir des acides aminés en rotation à gauche. C'est pour ça que je demande à tout le monde de lire les journaux intimes de Jonas. Et c'est l'idée même que la vie et la vie ne sont pas seuls, oui, terrestres, et l'esprit terrestre n'est pas seul. Et je pense que c'est très significatif. Et puisqu'il n'est pas seul, il doit y avoir beaucoup d'esprits différents, y compris ceux qui sont plus faciles que le nôtre et ceux qui sont plus difficiles que le nôtre. Et, par conséquent, les plus grandes réalisations techniques et les capacités de contrôle. Et, probablement, nous sommes arrivés à un endroit où je crois, oui. Il me semble que si notre planète roule quelque part, oui, dans un désastre, de telles créatures intelligentes viendront et diront, « Eh bien, vous avez fait quelque chose ici. Vous avez fait ça. Encore un peu et un redémarrage complet. Je suis là. » C'est ce que je crois probablement. Et une autre question si intéressante que je voulais connaître votre opinion personnelle. Il existe une telle théorie du psychisme selon laquelle la conscience ou l'esprit fait partie intégrante de la propriété de l'univers. C'est ainsi que la matière a une charge, comme il y a des masses, des constantes de vitesse de la lumière, que la conscience n'est pas non plus une fonction du cerveau. Ah, la Terre est aussi un être pensant, oui, l'univers, la galaxie est aussi un concept très attrayant. Quand je parle d'elle, je me souviens de ces dernières années d'études supérieures. J'étais à la station spatiale de l'Université d'État de Moscou, et c'est près d'Almaty. C'est une hauteur d'environ 4000 mètres, Tian-Shan. Et je suis allé à la pleine lune sur le seuil de cette station spatiale même, la maison. Des nuages rares courent dans le ciel, mais ils courent très vite. La pleine lune est sur ces pics de Tian-Shan, les ombres des nuages courent le long de ces vallées. Et j'ai été transpercé par le sentiment qu'ils brûlent et qu'ils sont aussi vivants. C'est juste qu'ils vivent à un rythme différent. Onde lente. Oui, et notre vie humaine pour la montagne est, par exemple, une respiration, une expiration. C'est alors que c'est le sentiment que tout vit, c'était bien sûr très fort. Voilà. Tout est vivant, oui, la vie sur la planète est un. Cela imprègne très sérieusement, eh bien, je ne sais pas, toute l'idéologie de n'importe quel biologiste, physiologiste. Nous sommes un avec n'importe quel organisme unicellulaire, avec n'importe quel animal, avec n'importe quelle plante. À l'intérieur de n'importe quel insecte, n'importe quelle fleur est cachée, peut être certains processus biochimiques et moléculaires biologiques qui peuvent rendre l'humanité heureuse. Vous avez étudié cette bactérie et obtenu des méthodes de PCR là-bas. Vous avez étudié cette bactérie et vous avez obtenu un cas de Chris, professeur là-bas, et maintenant vous pouvez modifier les gènes, c'est ça. Et à propos du fait que la planète peut avoir un esprit, eh bien, ou le Soleil, ou toute la galaxie là-bas, mais c'est une bonne idée. Je crois qu'elle croise ce dont nous avons parlé. En principe, pour l'émergence de la pensée, de l'esprit, la création de ce modèle intérieur de soi et du monde entier convient à toute base élémentaire. Juste quelque part, ce sont des molécules de protéines et des cellules, et quelque part, il peut y avoir vraiment des mésones, des moumisones et des pimaïsones. Voilà. Et quelque part, il peut y avoir des cristaux à croissance lente. La science-fiction à ce sujet est radiée Tom. En tant que personne qui a lu beaucoup de fiction, bien sûr, tout cela sera imprégné. Et puis, comment pourrait-il y avoir un autre problème? En effet, pour une vie et pour une raison, nos 100 ans, oui, c'est une respiration, et pour quelqu'un, il peut y avoir une respiration, pour quelqu'un toute une vie. Et comme si se réunir sur ces différentes périodes de temps encore à grande vitesse ne sera pas facile non plus. Pourtant, probablement, encore une fois, je crois que notre civilisation vivra longtemps, et à un moment donné, les frères aînés viendront et diront « Eh bien, vous avez déjà grandi hors de votre pantalon, n'est-il pas temps de faire quelque chose de plus sérieux ?» Vyacheslav, quelle question je n'ai pas posée, mais vous vouliez que je pose? Oui, en tant qu'enseignant,
Je parle toujours de quelque chose sur les étudiants, sur le processus éducatif. Comment allez-vous au Tatarstan avec ça? Tout va bien. Je voulais juste que vous répondiez. Je vais poser cette question. Vous enseignez à l'Université d'État de Moscou, vous avez une chaire, un laboratoire. Malgré. Quels sont les jeunes étudiants scientifiques actuels aujourd'hui? Pour toutes les difficultés, nous sommes à MSU, bien sûr, dans une position très confortable. Les meilleurs gars viennent de tout le pays. Voilà. Et je continue toutes ces décennies, je suis à l'Université d'État de Moscou depuis 30 ans et je suis professeur depuis près de 20 ans, je vois la gorénier dans leurs yeux, oui, je vois le tempérament, je vois le désir d'apprendre de nouvelles choses. Voici cette curiosité et cette dopamine, ils sont très importants pour le bonheur humain et pour découvrir quelque chose de nouveau. Et après tout, la science est comme une terre plate, oui, c'est-à-dire une telle crêpe est quelque part au centre, tout est étudié, et plus près des bords, plus la zone grise, et à la fin du tout, la falaise. Et le désir de regarder derrière le trait célèbre, c'est très significatif, malgré la paresse, malgré l'anxiété, oui, malgré parfois le manque de nourriture, de ressources matérielles. C'est important. Et il est important pour chacun de nous de le sentir en nous-mêmes. Et ceux qui sentent que c'est significatif, ne pas oublier, oui, et construire leur vie pour qu'il soit. C'est toujours notre bonheur. C'est quand beaucoup d'émotions positives, peu négatives. Positifs plus que négatifs. Mais il est important que nos positifs ne nuisent à personne. Alors c'est tout à fait bien. Comme le disent les avocats, vous avez des émotions positives. Vyacheslav, nous allons terminer. Nous avons une tradition. Un invité pour notre public vient avec une question ou une tâche pour que ceux qui écoutent le numéro d'aujourd'hui puissent vous aider dans les commentaires, donner une idée, des suggestions ou répondre à des questions afin qu'ils offrent leurs idées. Et pour la meilleure réponse, nous allons certainement, comme on l'appelle, remercier, récompenser avec un livre avec votre autographe pour la réponse la plus cool à votre question. Vous savez, nous avons beaucoup parlé du cerveau aujourd'hui, mais en fait, si nous parlons du tempérament de l'homme, oui, de nos objectifs de vie, de nos plans mondiaux. Le système endocrinien n'est pas moins important et il y a des hormones sexuelles, de la prolactine, de l'ocytocine. Et le système immunitaire est très important, ce qui ne concerne pas seulement les bactéries des virus, mais aussi la façon d'influencer le fonctionnement du cerveau avec, par exemple, des anticorps ou des cytokines pro-inflammatoires. En tant que devoir, j'aimerais que nos auditeurs, téléspectateurs creusent l'interaction système nerveux, immunitaire et racontent une histoire comme celle-ci, comment leur système immunitaire a affecté le système nerveux ou vice-versa, comment nerveux sur le système immunitaire. Ce n'est pas une question facile, mais j'espère avoir beaucoup de réponses intéressantes. Eh bien, le gagnant est donc un livre. Peut-être qu'il y aura alors 2 gagnants, oui, sur l'histoire du cerveau, l'immunité et l'histoire de l'immunité, le cerveau. Avec votre autographe personnel. Bien sûr. D'accord. Merci. Merci beaucoup, je suis content, c'était intéressant. Bonne chance à vous. Merci.